Bonsoir, nous sommes lundi soir, et bien c'est House of Sports, votre émission sport sur le stream. On dit évidemment un gros bisou, on vous donne un gros bisou à notre ami Xari qui vient de montrer son cul devant nous, donc on est ravis. Merci Xari pour ce bon moment. Poilu Xari. Ouais, tout à fait poilu. Donc vous avez entendu à ma droite Erwan est là évidemment en forme et prêt à débattre de sport. Tout à fait, à débattre, quiz, je retrouve en plus des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est vrai, avec Nanix et Rivenzi, donc je suis ravi. Tout à fait. Donc Rivenzi, moi je peux vraiment. Mais toi, je te vois tous les jours, gros. Les gens ne le savent pas forcément. Les gens ne le savent pas forcément. Est-ce que les gens ont vraiment envie de le savoir? En tout cas, c'est dit, on n'en parle plus. Polo, alors du coup, j'allais présenter Rivenzi, mais en fait, Polo, comment vas-tu? Ça va très bien, très ravi d'être avec vous ce soir. Est-ce que tu aimes le style d'Erwan avec ce bonnet? J'aime le style d'Erwan. Slimane. Une petite musique. Marseille. Non, mais on a toujours cette question et qu'on se pose même en off, c'est pourquoi tu le gardes tout le temps ce bonnet? Je le garde pas, je l'enlève régulièrement en regardant ça. Hop là. C'est lisse, c'est propre, c'est efficace. C'est mon rôle Pelach. Alors les chapeaux pour les émissions, c'est comme les lunettes de soleil. Alors no offense à Menro évidemment, mais on évite. Très bien. On évite. On enchaîne donc avec Rivenzi qui va pouvoir nous parler de judo aujourd'hui. Oui, judo, rugby, il y a eu gros week-end sport. Voilà, judo en plus j'étais au Grand Slam de Paris, je vous en reparlais avec le tremblement de terre dans la sphère. Vu la chute, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair. Donc non, j'ai passé un très bon week-end et je suis super content de revenir dans House of Sport. Je suis content de voir les copains. Bon, on est ravis. C'est cool, vrai. Et enfin Nanix, là-bas sur l'aile gauche, notre ailier virevoltant. Comment vas-tu mon ami? Toujours à côté de Polo, ça me fait plaisir. Je compte sur toi pour le quiz. Tu vas me carrer mon pote. Je vais tenter. Si compte sur moi, il est mal barré. Moi, j'ai parlé de tennis, de la monf un petit peu, qui a parfait ce week-end. Voilà, T'as revenir gagné un tournoi avec ça? Ouais, voilà. Bon, c'est pas très, ça arrive pas souvent pour lui, mais bon voilà. Il a gagné un tournoi. Voilà, Tu vas rater un Master 1000 ou C'est le tournoi du collège Louis Jean Rostand. UNSS dernière année. Bon, on embrasse évidemment Yannou qui est en vacances, donc on t'embrasse. Normalement, la semaine prochaine, on se fait une spéciale quiz. On parlera de sport, évidemment, mais il y aura une grosse partie quiz avec vous en direct, parce qu'on est en direct, on voit vos commentaires, donc n'hésitez pas, chers amis, à nous donner vos avis. Et puis voilà, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de sport. Rivenzi, tu viens de le dire. Yes. Effectivement, c'était un week-end complètement fou. On va parler donc de judo, de perche, on va parler de basketball. De quelle perche? La perche de la ligne. De tennis et de foot, évidemment. Hier, il y avait une belle affiche de Ligue 1 et il y a surtout la Ligue des Champions qui commence. Allez, c'est parti, on passe aux news. On va commencer par le plus chaud, et le plus chaud, c'est toi Rivenzi, puisque l'équipe de France s'est imposée pour son deuxième match du tournoi Destination. Ouais, tout à fait, c'était au Stade de France, donc hier c'était France-Italie 35-22 donc pour le 15 de France, donc qui pour la première fois depuis 2011 va occuper la première place du tournoi Destination à la deuxième journée, donc ça fait extrêmement plaisir. On attendait une confirmation de la part des Bleus après leur victoire convaincante face à l'Angleterre. Ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, une bonne première mi-temps avec un essai qui a été marqué très rapidement par Teddy Thomas dès la 7e minute, et puis après on a eu 20 premières minutes qui étaient à l'image du match contre l'Angleterre, très incisif devant, avec Teddy Thomas en plus qui marque rapidement un essai, donc ça nous mettait bien, parce que l'objectif il était clair, c'était d'aller chercher le point de bonus offensif avec 5 essais, et chose qui a été faite, mais la deuxième mi-temps aura été bien plus compliquée, manque de rigueur en défense, et Teddy Thomas qui a été un petit peu plus touche, on est cata depuis le début du tournoi. En vrai, pourtant on a une bonne touche qui nous permet d'aller marquer un essai grâce à Tamac, mais on a été un peu plus cata en mêlée. Heureusement contre les Italiens on était un petit peu mieux que contre l'Angleterre, mais il y a encore une copie à revoir, mais je vais plutôt faire un bilan des 2 premiers matchs du tournoi Destination et plutôt des satisfactions qu'on a, et notamment à l'écran on a ce jeune homme qui est Antoine Dupont, qui est sûrement l'un des meilleurs demi de mêlée du monde à l'heure actuelle. Il nous a fait un match hier incroyable, il est tellement vif, tout ce qu'il fait c'est juste pas sauter là sur l'essai d'Aldrit. Pour moi en ce moment il marche sur l'eau, comme Aldrit justement qui vient l'enlacer ici, notre numéro 8 qui a été performant. On avait des doutes sur le joueur de La Rochelle, on ne savait pas s'il avait le niveau international, et on est obligé de dire que sur les 2 premiers matchs en tout cas il est ultra performant, donc c'est un des duos qui marche très bien dans le 15 de France. Aldrit, homme du match contre l'Italie. Deuxième fois, tout à fait. Deux fois d'affilée. Oui. Ouais. Puis on sent que notre capitaine fou a encore marqué aussi. Oui, tout à fait. Olivon, son 3e essai du coup pendant le tournoi, donc 3 essais en 2 matchs pour Charles Olivon, donc qui marque au bout d'une très belle action pick and go au niveau de la ligne de touche là, qui permet d'aller marquer. Donc voilà, les Français, il y a des choses à revoir quand même, mais beaucoup parlent dans les commentaires de Teddy Thomas qui déjà contre l'Angleterre défensivement est plutôt inquiétant. Alors là il marque, tant mieux, mais il est un peu ça fait un peu parce que flippant. là sur le premier essai italien en fait il monte en tête de défense, on ne sait pas pourquoi, il se fait esquiver, du coup pour revenir il n'y avait plus personne pour couvrir, donc non, pour moi Teddy Thomas
C'est un joueur fantastique en attaque, mais on en parle dans Bureau Oval sur First Team Sport. C'est vraiment un joueur qui est pas capable de faire les efforts, quoi. Il est vraiment, il est insupportable. Et puis surtout, en vrai, moi je Ça me rappelle un autre Thomas d'ailleurs. En fait, à la hauteur de son talent, son incapacité à faire les efforts défensifs agace énormément. Et surtout que c'est quelqu'un qui depuis longtemps prédestiné à marcher au haut niveau, alors qu'on a un Thomas Rattez qui malheureusement s'est blessé et en plus fracture du péroné. Donc c'est Il va rater son tournoi destination. et il va rater la fin de saison. Bravo. Thomas Rattez, lui, il est tout de suite rentré dans les efforts dès le premier match contre l'Angleterre. On a l'impression que Teddy Thomas est pas capable de faire ça. Contre l'Angleterre, il fait, je crois qu'il a 3 plaquages, 1 manqué. Enfin, genre, c'est cata, quoi, tu vois. Donc, les gens aiment bien Teddy Thomas, ils espèrent qu'un jour ça va marcher, mais il va falloir qu'il fasse des efforts et que Galtier lui remonte un petit peu les bretelles. Arrête-moi si je me trompe, mais ces espérances autour d'un joueur qui finalement ne répond pas aux attentes avec du haut niveau. Tu penses à Marvin Martin, toi, je le sens direct. Non, je pense à qui Marvin Martin. Non, pas du tout. Je pense à Benjamin Fall. Est-ce que je me trompe si je fais une comparaison comme ça? Ah, Benjamin Fall, ouais, un petit peu. J'étais pas très loin. Non, mais c'est une vraie question. Ouais, Benjamin Fall, il avait un petit peu cette réputation d'être un peu athlète, élégant et tout, puis qui finalement ont jamais franchi le cap du très haut niveau et sont jamais installés vraiment en équipe de France. C'est bien que tu parles de cet exemple-là parce que c'est 2 joueurs similaires, très, très bons contre-attaquants. Par contre, c'est vrai que pour défendre, les deux n'ont jamais été réputés pour être très, très rigoureux défensivement, quoi. Donc c'est un bon exemple. C'est vrai que Benjamin Fall est un petit peu dans le même registre. Maintenant, on se dit que Thomas, c'est vraiment, il pourrait le faire, quoi. C'est vraiment, il a un physique, il a un vrai physique d'athlète, il pourrait le faire, mais c'est vraiment une mentalité qui pourrait changer. Alors, et du coup, il dénote vachement avec le reste du 15 de France, qui en défense, on le sent, ils font les efforts ensemble. Avec l'arrivée du nouveau Sean Edwards, le nouveau coach gallois, il est nommé ministre de la Défense depuis qu'il est arrivé. Voilà, coach spécial défense au rugby, donc c'est lui qui doit gérer tout cet aspect du jeu qui est très important au rugby. Et il y en a un qui n'arrive pas à se mettre au diapason, c'est le vilain petit canard en gros, c'est Teddy Thomas. Maintenant, on va voir. Vu que maintenant Rattez est blessé, du coup Penaud va sûrement revenir, parce que je pense qu'il aura le temps de se remettre de blessure. Parce que la France, le prochain match, c'est dans 2 semaines. C'est donc au Millennium Stadium, c'est contre le Pays de Galles. Ça va être un très très gros match face au Pays de Galles. Mais voilà, je pense que cet effectif. Moi, j'avais peur forcément de la redescente de régime après, on va dire, l'émotion qu'il y avait autour du match de l'Angleterre. Beaucoup d'émotions autour de ce match, notamment pour Charles Olivon, le capitaine de l'équipe de France. Donc moi, j'avais un petit peu peur que on passe un petit peu à travers. Ça a été à moitié le cas. Maintenant, j'espère que les 2 semaines vont être bénéfiques pour se reconcentrer et pour aller chercher le Pays de Galles au Millennium Stadium à domicile, parce que ça va être très difficile. Mais je pense que je pense que c'est très bien de ce que tu viens de dire, parce que cette deuxième mi-temps où les Italiens nous ont mis dans le dur, on a été beaucoup moins présents dans l'intensité. D'ailleurs, tu parlais de Sean Edwards, la tête qu'il fait, je sais pas, il y a un plan sur lui dans la deuxième mi-temps, il fait une tête, il est désabusé. Et je trouve que on est sur la bonne voie, parce que du coup ça va empêcher les Français de tomber dans une espèce d'euphorie, parce qu'autant quand ça perd on aime bien taper dessus, mais autant quand ça gagne on tombe vite dans l'euphorie au rugby, je trouve. Et là pour le coup, avec ces 2 semaines, préparer on va dire le deuxième gros rendez-vous de ce tournoi des destinations, et on va arriver frais, avec un état d'esprit qui sera le bon, je pense. En tout cas, après on n'y est pas encore, mais j'ai vu notamment le body language des coachs, etc., les discours. Je trouve qu'on va dans la bonne direction, et je pense que cette deuxième mi-temps ratée face à l'Italie va pouvoir nous servir pour préparer les 2 prochaines semaines. On se fait un petit vote, vous votez vite fait dans les commentaires avec un oui ou un non. Nous aussi, on l'a jamais fait, mais on va lever la main. Je te trouve très bon avec le chat, voilà. Très bien. On va penser à des trucs, mais c'est pas grave. On se fait un truc. Alors évidemment, l'équipe de France n'a joué que 2 matchs. C'est ça. Il y a 3 matchs à l'extérieur, dont des vrais. Non, il y a un match à l'extérieur parce qu'on joue l'Irlande chez nous. Oui, c'est le dernier, l'Irlande à la maison. Après, en fait, il n'y a que 5 matchs. Tour de destination, évidemment. Donc il y a 2 matchs des années paires. L'Écosse, là, ils font plutôt un bon match contre l'Angleterre. Voilà, donc ce sera difficile de toute façon. Ce sera difficile. En plus, à Murrayfield, donc ça va être compliqué. Non, ça va être très tendu, et le Pays de Galles, je pense que ça va être un gros match dans 2 semaines là. On se projette un peu, du coup, un truc qui restera évidemment d'ici quelques semaines à la fin du tournoi de destination. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que l'équipe de France est capable de faire le Grand Chelem? Moi, je les vois pas les gagner au Millennium. Pardon? Il peut, au Millennium Stadium. Faut qu'on Millennium. Solo dans les ils vont dominer en touche. Relou deuxième Chewbacca. un peu chiant dans les rocks. Il va déblayer mon pauvre. Je pense que la France peut gagner ce tournoi à destination, mais ça va être peut-être compliqué de faire le Grand Chelem, parce qu'il faut vraiment être exigeant. Enfin, le Millennium, ça va être compliqué. L'Irlande aussi, voilà, faut pas les enterrer. Et t'y crois ou t'y crois pas? Parce que compliqué, oui, mais est-ce qu'ils sont capables ou pas? Oui, j'ai envie d'y croire.
croire pour le tournoi à destination, mais j'ai un peu de mal à croire au Grand Chelem. Alors attendez, vite fait, regardez, parce qu'il y a le petit Paul qui vient d'être fait, le petit Paul. On dirait un enfant disparu il y a 20 ans, c'est horrible. C'est moi. Donc oui, ils font le Grand Chelem. Non, 2, donc ça veut dire non, ils ne le font pas. Donc on va voir ça tout de suite, parce que ça régale et que Rizzo est une bête, une machine de guerre en régie, donc ça va nous laisser le temps. Vous, à côté gauche, ils le font pas? Bah moi je suis plutôt de l'avis de Rivani, je pense qu'on peut et qu'on va gagner ce tournoi, mais je suis pas sûr qu'on fasse le Grand Chelem parce que ce match contre le Pays de Galles, moi je trouve que les 2 derniers matchs qu'on a fait contre eux, que ce soit à la Coupe du Monde et surtout au tournoi à destination ont été des excellents ont été des excellents matchs et je pense que on parlait de dynamique et de positivisme. Je pense que face à cette équipe du Pays de Galles qui a aussi gagné ses 2 premiers matchs, eh ben, ils vont arriver sans complexe, fort de ces derniers matchs face à eux, où ils ont toujours craqué dans le Money Time. On va même aller jusqu'à la deuxième mi-temps où ils ont toujours été cata. Mais moi, je crois que justement au Millennium, ils vont aller chercher une victoire, mais que ça va bloquer. Sur l'un des derniers matchs, un peu peut-être face à l'Irlande à domicile, l'Écosse à Murrayfield, je pense qu'on gagnera quand même, mais j'ai peur de ce match contre l'Irlande. Ouais, parce qu'en fait, l'Angleterre, on est quand même un pays on bat assez régulièrement l'Angleterre chez nous. C'est vrai, c'est une surprise de les voir. On les bat régulièrement. En 2018, on les avait battus. Donc voilà, battre l'Angleterre, forcément vice-championne du monde, qui se démobilisait peut-être un peu. Bah, on se dit. Il aime bien. Ouais, toi, t'es peut-être le pire que t'es dit Thomas, toi. Hein. Ah ouais, il y a pire, il y a Eddie Riner aussi. Personne ne dit. Mais du coup, voilà, donc c'est vrai que l'Angleterre, c'était bien pour s'étalonner. L'Italie, certes, on a un petit peu de mal, mais l'Italie avait, certes, ils perdent 42-0 contre le Pays de Galles, mais il y a eu beaucoup de franchissements, ils avaient été intéressants, ils avaient gâché pas mal d'occasions quand même, donc il y avait du positif avant ce match contre la France. Donc moi, je pense que c'était quand même 2 bonnes oppositions, même contre l'Italie. Donc maintenant, ça va être, comme le disait Polo, le Murrayfield, ça va être vraiment savoir. Je pense que si on gagne à Murrayfield, au Millennium Stadium, on saura si on peut gagner le tournoi à destination. Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu? Alors, j'ai un peu relancé le truc, je suis désolé, mais ça me. On n'hésite pas, on va faire 1h30 sur le rugby, c'est bien, ça régale. Est-ce qu'on s'enflamme pas? Moi, je me souviens qu'il y a 4 mois, on attaque une Coupe du Monde en se disant, mais on est cata, ça fait 5 ans qu'on sait pas, qu'on n'a rien construit, on arrive là-bas avec plein d'incertitudes, on sait pas où on va. Finalement, on fait une Coupe du Monde à peu près correcte. Avec le recul, ça reste à peu près correct. On attaque un nouveau tournoi de destination avec un nouveau coach. J'imagine. C'est pas réellement un nouveau coach, c'est le truc aussi. Oui, d'accord, mais bref. Une nouvelle génération de joueurs. Une nouvelle génération, et tout de suite, on est là, on bat l'Angleterre. Tout de suite, est-ce qu'on peut faire le Grand Chelem? Est-ce qu'on n'est pas d'abord, avant tout, dans un truc de construction plutôt que de résultats tout de suite? Après, tu peux construire en gagnant un Grand Chelem. Quand, par exemple, l'Angleterre se fait éliminer en phase de poule de sa Coupe du Monde, elle gagne le tournoi de destination qui suit après. Mais est-ce que ça enlève l'élimination kata? Non, ça enlève ça, mais non, n'oublie pas que l'élimination n'était pas si cata et que, quelque part, tu peux aussi créer quelque chose avec les joueurs qui restent et repartir sur une nouvelle base. On fait quand même un beau match. On fait quand même c'était pas si cata, finalement, contre le Pays de Galles. On avait quand même réussi à rattraper un certain retard grâce justement à l'arrivée de Galtier en partie avant la Coupe du Monde. C'était pas incroyable, mais quand même, on sauve un petit peu les meubles. Et donc, il y avait déjà quelque chose qui s'était créé, je trouve, dans le groupe avant. Alors, effectivement, on va attendre un petit peu plus, mais on a déjà. Et déjà, c'est l'une des grandes questions et on a déjà des réponses vis-à-vis des jeunes qui arrivent dans cette équipe qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Antoine Dupont, est-ce qu'il a les épaules pour être vraiment l'ouvreur de cette équipe de France? Il a répondu, il est présent. Ntamak fait plutôt 2 bons matchs aussi. Donc du coup, on a déjà des éléments de réponse qui sont très positifs dans cette équipe. Sur des postes clés en plus. Sur des postes clés. Et défensivement aussi, donc, malgré une deuxième mi-temps catastrophique face à l'Italie et des erreurs grossières. Non, je pense que Polo, c'est bon. D'ailleurs, tu as le droit à une phrase. Nanix a le droit à une phrase. Sinon, on parle pas biathlon. Ça tombe bien. Attention, biathlon, je fais une petite pause. Allez, merci. Championnat du monde la semaine prochaine. On pourra en parler lundi prochain. Nanix, tu as malheureusement qu'une seule phrase parce qu'ils ont déjà tout dit. Pas de souci. Donc, oui ou non, ils vont le faire, le Grand Chelem. Tu n'as pas répondre qu'à cette question. D'accord. Donc juste oui ou non, quoi, c'est ça. Une phrase avec une virgule dedans. Merci, si j'ai un complément, c'est gentil. Du coup, franchement, je pense que non. En fait, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui est dit autour de la table. Oui, ils peuvent gagner le tournoi. Faire le Grand Chelem, ça va être compliqué. Ce sera un exploit incroyable. Exactement. Je pense que c'est une belle manière de clore tout ça pendant que Romain Tamac et Teddy Thomas qui se planquent derrière lui, juste derrière. Pardon. Il a eu du mal au pied hier parce que voilà, il y avait beaucoup de vent et les poteaux, les trucs. Regardez le petit. Franchement, les sondages en direct. Je pense qu'on va le faire 5 fois ce soir. Je préfère vous prévenir. Donc, vous avez voté dans le chat. Oui, l'équipe de France va faire le Grand Chelem à 27% et non à 72%. C'est un peu presque qui se dégage sur le plateau. Juste, on peut juste parler aussi de la
performance de Baptiste Serin qui rentre et qui est juste. Qui va connaître Il est meilleur qu'avec des. Voilà. Le frère de William. est meilleur. En fait, Il est meilleur qu'avec les poissons panés. que Dupont marche tellement sur ça que en fait, il est très bon. Bah oui. Le... Du coup, ça te permet d'avoir une doublette. L'alternative, c'est pas mal. Pardon. Non mais c'est pas toi, c'est je disais ça. William Serin, c'est en bois de cassoulet, hein, c'est pas poisson pané. C'est quoi poisson pané Non, William Serin, c'est le C'est bâtonnet Colin. Ah oui, mais c'est presque le même prénom. Alors, j'en profite, je vends une Renault 19, 200 000 km. On enchaîne puisque ce week-end, il y a eu pas mal de Français qui ont performé. Et là, c'est toi, Nanix, qui va nous dire que la Monf a gagné un tournoi. Quel tournoi? Attention. Quel tournoi? L'Open Sud de France, le tournoi à Montpellier. C'est un ATP 250, les gars. Voilà, c'est quand même son 9e titre en carrière. Après, je donne la stat qui fait pas mal en 30 finales jouées dans le circuit. Ouais, c'est vrai que le trophée, il est. Pourquoi pas? Il est spécial, voilà. Il est ensoleillé comme la région. Après tout, on n'est pas là pour juger de la qualité du trophée, l'essentiel c'est qu'il l'a remporté. Voilà. Donc, 9e titre pour Gaël Monfils en 30 finales ATP jouées. Donc voilà, en carrière, c'est pas un ratio formidable. En tout cas, quel plaisir de voir la Monf remporter un titre. Et on rappelle qu'il était tête de série numéro 1 de ce tournoi. Il l'a emporté en 2-7, 7-5, 6-3 face au Canadien Vasek Pospisil. Globalement, qu'est-ce que je peux vous dire de ce match? Monfils physiquement était plutôt bien. Au top. Alors, c'est important en forme, c'est important de le préciser parce qu'il sortait quand même également d'un petit 8e à l'Open d'Australie. Donc, ouais, mon fils qui était plutôt bien, pas de pépin particulier, un gros service. Il a su se montrer fort et efficace sur ses mises en jeu. Qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'à la même période, l'année dernière, il faut savoir que mon fils, on est quand même sur 3 années consécutives où on performe bien en début d'année. On avait Doha en 2018, on a eu Rotterdam l'année dernière en 2019. Désormais, on a ce tournoi à Montpellier en 2020. Donc mon fils démarre toujours bien les débuts d'année depuis 3 ans. Ça, c'est la première information. L'autre, c'est que honnêtement, il le dit lui-même après sa victoire, je joue très bien depuis 1 an et demi. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En réalité, c'est plutôt pas mal parce qu'en 2019, on se rappelle qu'il a fait 1 quart et un 8e en Grand Chelem, l'US Open et Roland Garros. Il y a également 2 quarts en Masters 1000, donc Indian Wells et Bercy, et une demi à Montréal contre Nadal. Non mais en fait, je vous il a eu le permis. Je vous détaille un peu vraiment tout son parcours pour vraiment justifier le fait que la Monf se sente bien. Par contre, voilà, la Monf a 33 ans, on n'a toujours pas on a toujours pas ce petit Masters 1000 qu'on sent qu'il est capable d'aller chercher avec son potentiel. Oui. Il a jamais pris. Qui est capable? Les gars, il a 33 ans, va peut-être falloir arrêter de rêver, quoi. Pourquoi pas? Il y a Lars Mobile et tout, enfin, mec, il pas Master 1000. Moi, je vous aime bien, les mecs, je suis pas un spécialiste. Il s'est trompé, il veut dire un tournoi du Grand Chelem. Non, ou le tournoi destination, à la rigueur. Peut-être. On verra s'il passe. Mais moi, c'est très bien de voir. Moi, je suis chaque fois que j'entends dans des news, quand j'ouvre le journal, de voir que je vois des Français qui ont gagné, garçons surtout, qui ont gagné des tournois de tennis, je me dis, waouh, c'est incroyable! En général, c'est toujours Metz ou Lyon. Je lis la presse sportive depuis que j'ai 12 ans. C'est toujours des 250. Et pourtant, on en a vu, on a connu des champions du monde de foot, de handball, on a battu les Américains au basket, les Jeux Olympiques avec Pérec. J'en ai lu des trucs incroyables. Mais dès que je vois un Français qui gagne un tournoi de tennis, je me dis, oh, incroyable. Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec lui, on est toujours frustré parce qu'on se dit qu'il avait largement les capacités d'aller chercher le fameux Masters 1000 ou même, pourquoi pas, aller disputer un Grand Chelem. La gagne, il n'a jamais réellement pu le faire. Bon voilà. C'est avec toi en tout cas. Merci les gars, merci beaucoup. En tout cas, l'information importante, on en parlait avec Polo juste avant le début d'émission, c'est que surtout, il est 9e au classement ATP, 2860 points à égalité avec le 8e, l'Italien Matteo Berrettini. Il a dit, j'ai envie d'enchaîner, je suis prêt. On rappelle à chaque fois que mon fils annonce ça, généralement, derrière, ça coince au premier tour du tournoi suivant, ou alors ça se blesse. La prochaine étape pour lui, c'est Rotterdam. Il jouera João Sousa, portugais, 68e mondial. Voilà. Très bien, très complet, merci Nanix. J'ai essayé de faire ça très wiki. Ils sont tout à fait d'accord avec toi. Il ne pourra donc jamais gagner un Masters 1000. En tout cas, on te le souhaite, Gaël. Et puis tu pourras venir en discuter, puisqu'on sait que tu regardes souvent le stream. C'est une info que je n'ai pas. C'est un pote de Genius. Oui, après Genius, il est pote. Je l'ai déjà vu dans les bureaux, Webedia, parce qu'il est signé, je pense. Bref, c'est une autre affaire. On n'en a rien à faire. On continue avec le week-end très sympa des Français, plutôt des Françaises, Erwan. Puisqu'on parle de JO là, et de basket en plus. On se souvient que l'été dernier, les Français nous avaient régalé lors de la Coupe du Monde, même si on avait été un peu frustrés avec cette médaille de bronze, mais ils avaient quand même assuré l'essentiel, se qualifier directement pour les Jeux Olympiques. Et les filles les ont rejoints ce week-end, donc il y avait un TQO à Bourges.
du Prado, qu'on connaît bien, qui a vécu des grandes heures avec l'équipe de Bourges. C'est donc l'équipe nationale qui a facilement maîtrisé son week-end avec une première victoire face à l'Australie. Alors l'Australie avec East Cambridge qui fait 2-0-3, donc la France qui s'est baladée, qui a fait plutôt un super match bien maîtrisé avec une belle victoire 72-63. Deuxième match face au Brésil, on sait que c'est une équipe pas forcément simple à maîtriser. Là aussi pareil, belle victoire 89-72 avec Gruda à 26 points. Elle est toujours là. Il paraît qu'elle était... Enfin, j'ai pas pu voir tout le match. Et elle a été extraordinaire. Check-moi quelle année elle est, je crois qu'elle est 87, Sandrine Gruda. Donc oui, de mémoire, c'est ça. Elle est tout le temps, elle est toujours au top. Elle est merveilleuse. Elle est toujours au top, Sandrine Gruda. Elle est 87, elle a 32 ans. Et ensuite, troisième victoire, donc c'était hier soir, face à Porto Rico, 89-51. Porto Rico qui avait lâché l'affaire puisqu'ils étaient déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques, c'était pour eux déjà un exploit. Donc on va pas leur en vouloir de s'être fait lessiver par les Françaises. En tout cas, ce qui est cool, c'est que contre l'Australie et contre le Brésil, il y a 10 scoreuses différentes en équipe de France. Voilà, le basket féminin, toujours, on se passe un petit peu plus la balle, avec des collectifs un petit peu plus huilés. Donc voilà, bravo les filles. Et pour nous, basketteurs, c'est cool. Hein, au JO, l'été prochain, on sera... l'été prochain, au JO, on aura donc les filles et les garçons. Donc pour nous, fans de basket, voilà, on est ravis. Bravo les filles, bravo Valérie Garnier. Tout à fait. Et puis voilà. C'est une équipe qui performe. Ouais. C'est les 3e Olympiades de suite, il y aura et les filles et les garçons au basket. Absolument, sachant qu'elles ont pris une médaille d'argent sans 3 Olympiades de suite, non, je pense qu'on a fait Londres. Les deux équipes en même temps. Les deux filles et garçons. C'est 3 fois d'affilée ou 2 fois? Moi, je me semble l'avoir vu 3 fois. Non, c'est ça. Non. Londres, on n'y est pas. En 2008, à Pékin, on n'y est pas. Pékin, Tony Parker. C'est Londres. Ah oui, ça fait 3e alors. Londres. Ça frappe. Ça frappe. Enchanté. Incroyable. Merci à Juan en tout cas pour ce calcul. Bravo les maths, toujours les maths, bravo. 1 + 1 = 3 donc. On enchaîne enfin avec Polo. Je suis absolument désolé de te faire passer en dernier, mais je sais que... Priorité aux Français. Absolument. Donc restons... C'est une drôle de phrase sortie du contexte. Restons aux Français. Tu vas nous parler évidemment de la séparation douloureuse entre Tony Galopin et Marion Rousse. Écoutez, c'est quelque chose qu'on a entendu par-ci par-là, qui a été confirmé par Marion Rousse sur Instagram hier ou aujourd'hui, il me semble. Tony Galopin et Marion Rousse ne sont donc plus ensemble. Et on s'arrête là-dessus, c'est évidemment pas la news. 12 ans de relation qui s'arrête. D'accord, il y a les parties avec à la fin. Non, c'est pas. Évidemment, Polo ne va pas nous parler de ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, Marion Rousse est avec Julien Philippe et d'autres coureurs pour préparer le Tour de Colombie et le Tour de Colombie qui arrive. Alors évidemment, c'était une petite blague. C'était l'info gossip dans le sport français de ce week-end, mais tu vas surtout parler de perche. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, il n'y a pas un mec sérieux ici. Non, mais heureusement qu'il y a Alix qui est venu. Entre fans de sport autour de la table, vous avez pas loupé ça. Que ce week-end, le record du monde en salle de saut à la perche a été battu par Armand Duplantis. Alors Armand Duplantis, est-ce que vous en avez... Regarde ça d'abord. On regarde. Merci. Mais regarde surtout, ce saut. Merci à Tom d'avoir mis ça dans la petite machine pour qu'on puisse le voir. Incroyable. Magnifique. Il est bien. Merci aux Parisiens apparemment. Il est large quand même. 6 mètres 17. 6 mètres 17. En salle. Le record était de 6 mètres 16, détenu par donc Renaud Lavillenie en 2014. Je ne sais pas si je l'avais dit. Si. Non, je l'ai pas dit. Voilà, donc c'était déjà en 2014. Donc Renaud Lavillenie qui a eu d'ailleurs sa petite déclaration. Oui, je suis très content. Il paraît qu'il l'adore, Armand Duplantis. Il paraît qu'il l'adore. Il a tout de suite pris sur son aile quand il est arrivé dans le circuit mondial. Voilà, donc Renaud Lavillenie. N'existe plus des tablettes de ce sport. Il sera quand même Renaud Lavillenie, celui qui a rabattu le monstre. Et je suis pas son plus grand fan, parce que j'ai un peu de mal avec le personnage, qui est un personnage plutôt sympathique, mais qui est un peu un bien-pensant. J'ai un peu de mal avec certaines de ses théories sur le sport. Il n'empêche que ça restera. Et ça, on pourra jamais lui enlever le mec qui a fait tomber Bouka. Et l'émotion suscitée à ce moment-là était incroyable. Voilà. Et ça, pour le coup, alors c'est vrai que son record champion olympique en 2008. Devant Bouka qui était là. En Ukraine. C'était en Ukraine. Et pour lui, c'est vraiment une perf incroyable. Et pour lui, comme le record aura moins duré que Bouka, mais faire tomber ce record de Bouka, pour moi, le record de Bouka, c'était comme Florence Griffith-Joyner sur 100 mètres et 200 mètres. C'est des records historiques. Et non, il restera ce mec-là, même si le sien a duré moins longtemps. Attendez, alors blague à part, par contre, on a un problème avec on n'a plus rien du coup. Parce qu'il y a pub à mon avis, je crois, non? J'ai pas l'impression que ce soit la pub. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe du coup? On avait déjà eu ça sur le... C'est un écran bleu. C'est le live up qui déconne, je crois. D'accord. Eh ben écoute, écoute, on va patienter, incroyable. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Incroyable. On continue comme si de rien n'était. Il y a le rec, excusez-moi. Bon, pour ceux qui nous suivent sur YouTube en différé, eh bien, on va continuer comme si de rien n'était. Ok, donc du coup, je continue.
Tout à fait. Donc, on parlait de Bubka. Donc Bubka avait battu son record en 93, donc il l'avait gardé 21 ans par rapport à la Villénie, du coup qu'il l'aura gardé que, si les comptes sont bons, 6 ans. Pour revenir du coup à ce Armand Duplantis, donc c'est un jeune de 20 ans. C'est fou. 20 ans. Alors après, il a toujours baigné dans la perche. Il est suédo-américain, ou plutôt américano-suédois, je sais pas comment on doit le dire. En tout cas, C'est Kenny Grant, quoi. hein, C'est Kenny Grant. c'est Kenny Grant, exactement, qu'on Kenny salue. Et en tout cas, il a toujours baigné dans la perche. Son père a été perchiste, son grand frère a commencé la perche, et lui, à l'âge de 4 ans, il y avait un sautoir dans son jardin, du coup, aux États-Unis. Il vit en Louisiane, il faut le savoir. Et à l'âge de 4 ans aux États-Unis, C'était par-dessus les ruisseaux en Louisiane, comme ça. Tac. mais non, mais il voulait imiter. En fait, il voulait juste imiter son grand frère qui sautait déjà. Et du coup, ça fait ouais, déjà 16 ans, malgré son jeune âge, ça fait 16 ans qu'il fait de la perche. Et il possède tous les records dans toutes les catégories d'âge jusqu'à les pros maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Mais il a toujours tout dominé. C'est le premier athlète, c'est l'athlète le plus jeune de l'histoire à participer à une finale de championnat du monde. Il avait alors 17 ans et il finit 3e de ce championnat du monde. L'année suivante, il participe au championnat d'Europe à Berlin, si je dis pas de bêtises, où il finit 2e derrière Kendricks, il me semble. Ouais, Sam Kendricks. Les amis, on est de retour de nouveau en direct, donc on regarde vos commentaires. Il y a eu un énorme bug, mais bon, c'est pas grave. Nous, on est resté là, on a continué un peu à parler de la perche, mais on a clos ce débat. Vous pourrez revoir absolument tout sur le replay sur YouTube, sur la chaîne le stream replay. Nous, on va passer à la contre-perf, enfin la contre-perf. Justement, on en parle tout de suite. C'est évidemment du judo. Après ce jingle. L'espoir, voilà ce superbe commentaire de la banane et le babouska. C'est un tatouage que j'ai en gothique dans mon dos. Et en elfique. C'est ça. Avec le signe de l'infini juste en dessous. C'est clair. Il y a un Triskel. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure en faisant le petit programme du jour. J'ai oublié de dire qu'on allait accueillir tout à l'heure l'homme que tout le monde attend, c'est évidemment Tom, avec les mots de Tom qui va venir s'asseoir à côté de vous deux, mes amis, et qui va démonter quelqu'un ou quelque chose, un sport en général, rendre hommage, c'est vrai, juste avant le grand quiz. Mais je suis très triste de ne pas l'avoir dit au début. J'espère quand même que les gens seront restés jusque-là. Très bien, on enchaîne avec Teddy Riner. C'était le grand slam de judo du côté de l'Accor Hotel Arena de Bercy. Et donc, Rivenzi, tu y étais. Ouais, j'y étais. Alors, j'étais pas dimanche quand Teddy Riner s'est fait. Merci Rivenzi, en tout cas, pour ta belle présence. Mais du coup, j'ai regardé après le reste. Au cœur de l'exploit. Mais du coup, j'étais la veille pour voir notamment Clarisse Agbenienou remporter sa catégorie en moins de 68 kilos. Du coup, qui est championne du monde en titre. Et du coup, Teddy Riner, c'était dimanche, donc les plus de 100 kilos, donc toutes les catégories de poids les plus lourds. C'est le deuxième jour pour les compétitions. Le Grand Slam, qu'est-ce que c'est pour vous recontextualiser? Il y a des grandes étapes comme ça, un petit peu tout autour du monde pendant toute la saison. Il y a Ekaterinbourg, il y avait aussi Montréal. Voilà, c'est des grandes étapes. Le but, c'est d'aller récupérer des points pour le classement mondial et aussi pour devenir aussi tête de série, parce qu'à la fin, l'objectif de tous les compétiteurs, pour la plupart, c'est d'être au JO, bien évidemment. Donc il y a aussi un intérêt de remporter ce genre de compétition. Le Grand Slam Paris, c'est l'une des plus grandes compétitions qui a lieu en Europe, et bien évidemment, toutes les stars françaises sont de sortie. Teddy Riner y était donc, et il était à ce moment-là au 3e tour, donc il avait déjà passé 2 tours, c'était un petit peu compliqué pour lui. Il va 2 fois au Golden Score. Moi, j'avais regardé déjà les 2 premiers combats et je me disais c'était déjà un petit peu difficile. Il gagne contre un Autrichien au 2e tour qui était sans grande référence. Moi, je me dis, ça va être compliqué d'aller chercher. Il n'est pas dans un grand jour. Mais ça peut arriver sur certains combats le matin. Après, tu peux te reconditionner. La mise en route est difficile. Voilà, la mise en route est difficile. En plus, on sentait que ça se voyait assez rapidement au tour de taille avec la ceinture qu'il n'était pas au poids de forme. Ça se sentait bien. Il a pris quelques temps de vacances. Mais bon, il faut être là à Paris. Les supporters sont là. Dans la pub, il craque sa chemise. La pub Renault, là. Vous l'avez déjà trop vu, d'ailleurs. Mais là, déjà. C'est Ford? Et puis. C'est Renault. C'est pas Ford. C'est Renault. C'est Renault. C'est Renault. Les gars, vous faites pas les malins, c'est pas Renault. Et si je vous fais un pari devant tout le monde, je vous prends de l'oseille. Attendez, ou pas. La pub, ta chemise, c'est fort. Ah non, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Non, moi je ne pas avec vous, je vous dis direct. C'est la contre-perf. Les gars, il n'y a pas de rigole ou quoi. C'est juste qu'on a perdu. Donc du coup, il tombait donc au 3e tour contre Kokoro Kageruwa. On a les images d'ailleurs. Voilà, on a les images. Kokoro Kageruwa, c'est pas un grand. Enfin, c'est le 2e japonais dans la hiérarchie au Japon. C'est pas le premier.
Mais il s'était déjà affronté à Brasilia, lors d'un tournoi à Brasilia, il y a cela 4 mois, en octobre dernier. Et déjà, il faut savoir qu'au judo, vous avez 4 minutes de randori, de combat, et vous avez après le golden score, et c'est le premier qui marque n'importe quelle valeur, que ce soit Wazari ou Ippon, qui gagne. C'est la mort subite. Et là, ils avaient fait à Brasilia 4 minutes de combat, et en plus, ils avaient fait 7 minutes de mort subite. C'est énorme. 7 minutes de golden score, et il avait réussi à gagner sur un Uchimata, tout juste qui passe. Et là, on sent que ça commence à être difficile pour Riner, il n'arrive pas à se placer. Il est beaucoup plus petit que lui, hein, ce japonais, vous allez voir assez rapidement, et tout le monde l'a vu sur les images. La différence de physique, elle est flagrante, t'as pas besoin de faire du judo pour petit, mais c'est un morphotype qui est très difficile pour Riner parce qu'il est gaucher, et Riner, il adore chercher la manche. Gaucher du coup, tricheur, quand t'as un gaucher en face de toi, du coup, il a son bras gauche sur ton col, et du coup, elle va pas, du coup, il a un combat de manche qui est difficile à prendre, et là, il se fait contrer sur ce mouvement. On est donc au début du golden score, et à ce moment-là, on part sur une technique qui est, on peut repasser s'il vous plaît, on passe sur une technique qui s'appelle Uchimata, donc c'est un grand mouvement de jambes entre les deux jambes de ton adversaire. Ça, regarde, ça arrive là, et là, tu peux le commenter si tu veux. Voilà, en fait, il va poser sa main sur le dessus du col de son adversaire, sauf qu'il va pas assez le déséquilibrer, il a pas tiré assez la manche, et du coup, en fait, c'est le japonais qui va ramener la manche et du coup le contrer. Et donc, c'est un vrai mouvement de judo qu'il a placé, ce japonais. Alors moi, depuis le début du combat, je trouve que Teddy Riner, c'est une de ses grandes forces, c'est d'aller attraper la manche de son partenaire, parce que quand vous avez la manche du partenaire, de l'adversaire, tout à fait, c'est très fort, parce que du coup, vous pouvez tirer, l'amener au sol. C'est l'une des power positions les plus... dans la garde, c'est très important d'avoir la manche. Et là, il n'avait pas la manche à ce moment-là aussi. Il n'y avait pas ce déséquilibre aussi pour l'amener vers lui, pour ensuite envoyer sa technique de jambe. Et donc, ce qui fait que il se fait surprendre à 13 secondes après le golden score. Donc, ce qui fait que forcément, à 6 mois des Jeux Olympiques, plein de gens se posent des questions. C'est quasiment 10 ans d'invincibilité sur les tatamis qui s'arrêtent pour Teddy Riner. C'est 154 combats sans être battu, c'est du jamais vu, c'est une performance inédite, surtout au judo de très haut niveau comme ça. Tiens, regarde ce qu'il nous a dit, et donc, ça me soulage aussi, parce que cela fait 10 ans que l'on me met une pression monstre pour que je gagne tout. C'est sûr que j'adore gagner et que je déteste perdre, mais cette défaite va me permettre de mieux travailler. Il y a forcément de la remise en question. Heureusement que ça arrive maintenant, pas au JO, c'est ça la réalité. J'ai une question pour toi, toi qui es judoka. Ça fait 10 ans qu'il marche sur tout le monde. Là, il perd dans un tournoi, certes prestigieux, mais ça reste un tournoi. On sait à Paris aussi, c'est bon. Oui, mais on sait que les grandes échéances de ces mecs-là, c'est les championnats du monde, c'est les JO. Est-ce que le Tokyo, donc au Japon, chez les Japonais, aller gagner là-bas un dernier titre olympique, ça serait pas pour lui finalement son dernier gros challenge? C'est le gros challenge pour lui. C'est une certitude pour Teddy Riner. C'est ce qu'il a dit en interview tout de suite après le combat. Et ce qui est normal, c'est-à-dire que là, il était complètement en dehors de son poids de forme. Ça se voyait. Même dès le deuxième combat, tu le voyais essoufflé comme pas possible. Tu sentais que physiquement, il n'était absolument pas apte à ça. Mais le but aussi, il y avait deux intérêts à faire ce tournoi-là. Déjà parce qu'il y a les supporters français, donc ça en a fait un de plus, pardon. Il y avait aussi se mesurer, parce qu'il y avait un très gros plateau. Quand même, il y avait un plateau qui vont être pour la plupart aux Jeux Olympiques, donc c'était aussi se mesurer au meilleur. Mais aussi, c'est de faire les points. Parce que quand tu gagnes un Grand Slam, tu gagnes 1000 points. Actuellement, il est à 1860 points au classement mondial, donc actuellement, il est hors du top 20. Donc il va être obligé de refaire des tournois. Donc dans l'avenir, c'est qu'il va être obligé d'être... Donc c'est sûr qu'il y est au JO, parce que les pays doivent envoyer une personne par catégorie. Le problème, c'est que les points, ils sont utiles pour l'arbre du tournoi. Ouais. Et en fait, s'il est dans le top 8, s'il est en dehors du top 8, il va devoir se taper des très gros d'entrée. Dès le début. Donc du coup, le but, ça va être aussi de sortir un petit peu plus. Et depuis des années, les Japonais, ils font un plan pour battre Riner. Depuis des années... Ils forment des mecs juste pour le battre lui, quelque part. Et c'est le travail, depuis longtemps, c'est de battre Riner. Et le top 8, dites-vous qu'actuellement, il est à 6171 points. Donc il va falloir sortir un petit peu plus que prévu s'il veut aller rentrer dans le top. Et donc Riner, il faut qu'il fasse attention à ça, parce que du coup, il va être beaucoup plus observé. Il va devoir beaucoup plus sortir que ce qu'il n'était prévu, et donc être beaucoup plus observé, et donc encore plus attendu. Alors j'ai deux questions, et je vais vous poser un peu à vous tous. Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans un syndrome équipe de France de foot 2002, c'est-à-dire que on domine, on est le plus bel athlète de notre sport et ainsi de suite. On a des blessures. Et on a l'esprit ailleurs par le biais des pubs et ainsi de suite. Et est-ce qu'on a des sollicitations, tout à fait, merci Erwan. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce syndrome-là? Il n'a pas plus de sollicitations extérieures, il me semble, qu'avant 2016 ou que même les dernières années. Donc, il a 30 ans maintenant. Donc je pense pas. Moi, la vraie question, c'est de savoir si physiquement, tu l'as dit, il n'était pas à son poids de forme, c'est est-ce qu'il peut se remotiver déjà physiquement et surtout mentalement pour se remettre dans une logique d'aller chercher un nouveau titre au JO, ou est-ce qu'il n'y a pas une sorte
pas je trouve pas le mot, mais d'usure mentale. D'usure mentale de gagner. Teddy Riner déjà, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis là, sur le plateau, par exemple, la plus ancienne compétitrice, elle avait 39 ans. Donc on se dirait à 30 ans, il y a encore le temps. Sauf que Riner, c'est tellement un physique hors norme. C'est-à-dire, c'est 2,04 m, c'est 139 kg. C'est pas anodin. Et du coup, lui, à chaque fois, il fait Ça fait 15 ans qu'il est là. Ça fait 15 ans qu'il est... Depuis 18 ans, il est au top niveau. Il est 10 fois champion du monde, double champion olympique. Est-ce qu'on arrive à se remotiver, à repartir à la guerre avec ce physique-là? Les grands champions, oui. Je pense que les Japonais qui veulent le baiser depuis 10 ans, qui font tout pour le battre, aller les empêcher de faire ça, et tout en gagnant chez eux, devant le public, tout ça et tout, ça peut être quand même son dernier challenge incroyable. Si les JO, ils avaient été ailleurs, peut-être je me serais dit... après 2024, à Paris, ça aurait marché pareil aussi quelque part. À Paris, mais le fait est que là, moi je te dis, les victoires à l'extérieur, et tu connais ma théorie là-dessus, ont toujours plus de charme que gagner à la maison. C'est cool à la maison. Non, c'est pas le même truc, parce que on va pas se mentir, gagner une finale de la Coupe du Monde à domicile, il y a une liesse qui est importante. C'est que les grands sportifs dans les milieux hostiles, donc à l'extérieur, ça marche pour les sports co, surtout nous au basket, on se régalait d'aller gagner à l'extérieur, de voir le public déçu parce que tu as battu leur équipe. Et je me dis que putain, son dernier challenge, s'il arrive à contrecarrer tous les plans des Japonais en gagnant chez eux, ça peut comme il peut. Alors ça enlèvera le fait, même s'il le fait pas, c'est pas grave, ça enlèvera rien à sa légende. Mais là, il finirait vraiment comme le plus grand des plus grands. Alix, il y a Artachon qui dit le mec, il gagne depuis 9 ans, il perd un seul combat et on remet en question son envie de gagner. Justement, moi je vais rebondir là-dessus. Riner, il faut se souvenir, lorsqu'il remporte le championnat du monde ou même des JO, plusieurs fois il va vous dire ouais, mais là les mecs ils me craignent. Les mecs ils me craignent, ils ne tentent pas trop de plans contre moi, je domine assez facilement. Il s'en est déjà plein. En tout cas, lui il a déjà mis en avant. Moi, ce que je trouve intéressant, et ce qui s'est passé au Grand Slam de Paris, c'est que là, finalement, c'est une défaite. Ça oblige à se remettre en question. Comme l'a dit Erwan, le but d'aller gagner à Tokyo devant le Japonais qui, depuis 10 ans, fomente des plans fantastiques pour pouvoir le faire tomber, ça va le motiver. C'est un compétiteur, il aime être remis en question, Riner. Jusqu'à présent, il a toujours dû se remettre en question, lui, tout seul. Il a quasiment pas eu l'occasion de trouver quelqu'un sur sa route capable de mettre en difficulté. Là, il est en difficulté devant le public français. Il se doit une revanche à lui-même, aux Français, et je pense que ça va le motiver pour Tokyo. On l'a dit dans le chat, et c'est vrai, il a aussi l'ambition de faire les Jeux de Paris. Aussi, j'ai l'impression. Voilà, donc il a quand même envie de durer, Riner. Moi, je pense que c'est un mal pour un bien, ça. Au final, il va pouvoir exactement. rebondir. Là, il a quelque chose pour se dire, voilà les mecs, là maintenant, j'ai un axe de travail, on m'a piqué, on m'a piqué mon orgueil, devant mon public en plus. Donc voilà, j'ai quand même envie de me venger. Et quelle meilleure vengeance que d'aller gagner en terre japonaise. Mais ça, c'est le verre à moitié plein. Et il y a aussi le verre à moitié vide que les Japonais vont être chez eux. La dernière fois qu'il y a eu des JO au Japon, c'était quoi? C'était il y a 56 ans, ça devait être du coup en 64. Et il s'était déjà fait voler le titre des... David Douillet à l'époque. Hein. Oui, exactement. Et c'était un Néerlandais, donc Anton Gessing, qui avait déjà battu un Japonais en finale au Japon. Et ça avait fait grand bruit à l'époque. Et quand je lisais les déclarations suite à la victoire de ce Japonais face à Riner, notamment le président de la fédération japonaise, un peu le grand Manitou du judo au Japon, disait que c'était un truc qu'ils inculquent aux plus jeunes, c'était de gagner à Tokyo face à Teddy Riner ou face à un autre, mais que ce titre-là des champions poids lourds, locaux, faut que ça revienne. À domicile, ça devait revenir au Japon. Et c'est une grosse pression qu'on leur met à domicile. Il y a Jean-Claude Duss qui nous dit c'est comme quand Polo a perdu un quiz et il reviendra encore plus fort. C'est ça. Tout à fait. Il y a un truc dont on a parlé un peu hors émission, mais qui m'intéresse d'un point de vue complètement tactique ou technique plutôt. Tu me disais que la manière dont il a perdu, David Douillet avait gagné de cette manière-là, donc c'était une erreur en fait technique de Teddy Riner sur ce coup-là. C'était aussi une erreur d'arbitrage à l'époque de David Douillet qui remporte le championnat olympique à ce moment-là en 2000. Et du coup, je vous ai mis la vidéo si vous voulez voir. C'est une technique, c'est similaire sur Uchimata et il y a une même technique qui passe. J'avais mis la vidéo dans le runner, il me semble. Et vous allez voir, c'est pareil. Et même on est en 2000 à ce moment-là, donc vous voyez, c'est David Douillet en blanc. À ce moment-là, regardez, il lance Uchimata et c'est lui qui. Je m'en souviens, c'est et fou. là. C'est Yuko. Yuko, incroyable. Donc, plus maintenant. Ouais. Et donc du coup, c'était Yuko contre le japonais. Alors qu'on est d'accord qu'à ce moment-là, c'est bien David Douillet qui tombe. Ah ouais. Bah ouais. Là, il se fait contrer. Et là, comme Teddy Riner, exactement. Douillet, il célèbre pas. Il célèbre pas, il sait qu'il a perdu. Évidemment. Et le japonais, lui, il a l'impression d'avoir gagné. Exactement, c'est le japonais qui se relève en mode j'ai gagné. C'est ouf. Et donc là, à la fin, c'est David Douillet qui remportera le combat à la fin sur ce Yuko. Il était peut-être pipé à l'époque. Et je sais pas, mais en tout cas, c'est incroyable. Ça se voit tout de suite. D'ailleurs, il déclara David Douillet à la fin du match ukulélé, hein, parce que j'étais content. Non. Ah
putain, tu sais, ça fait penser à une blague catastrophique que j'ai eue dans la tête tout à l'heure. T'as dit, comment on appelle un round en judo, enfin, tu vois comment on appelle ça? C'est un randori, ouais. Un randori. Ouais. Et j'ai une blague cata. Tous les randori. Tout à fait. Ouais, bon, Ouais, voilà. De quoi J'y ai pensé tout à l'heure, mais je viens d'y penser parce qu'elle était pas pire que celle-là, donc c'est je sûr voulais- qu'il y a pas- il y a pire que toi en pas blague, de rang dans le judo. Non mais tu m'as compris, l'assaut, le quoi. temps, voilà, l'assaut, le temps de combat, ok, pas ok. je dirais mais D'accord, tu m'as ok. compris quoi, du point A au point B, je du t'ai début compris. du temps à la fin du temps, t'ai voilà. compris. Et du Le coup, fameux la poulet. conclusion pour finir peut-être sur cette contre-perf, c'est maintenant que Kageroa a battu Riner, comme les pays ne peuvent présenter qu'un seul combattant, c'est est-ce que et comme Kageroa est Et qui est pas le deuxième, meilleur, voilà, il n'est c'est pas ça. le meilleur au Japon à l'heure actuelle, donc est-ce qu'ils vont décider pour les JO de mettre Kageroa donc en plus de 100 parce que c'est lui qui a battu Riner, ou est-ce qu'ils vont garder leur numéro 1 pour aller faire les JO parce que dans la hiérarchie c'est lui le premier, donc ça va être C'est intéressant aussi à voir. subjectif, c'est eux qui choisissent, ils mettent qui ils veulent ou finalement Ouais, les qui choisit. points. Bah, les points t'aident à t'indiquer, tu vois. D'accord, mais Riner, s'ils veulent pour prendre le coup, deuxième, ils sont dans leur ils ont le droit. droit, tout à fait. C'est la fédération qui choisit qui envoyer quoi. Relou quand t'es En pas fait, en gros, je pense qu'il faut faire peut-être un minimum de points, mais c'est quand même la fédération qui a D'accord. et t'as le droit qu'à un seul combattant par catégorie. Oui. Pour clore cette petite page judo, alors je l'ai vu passer dans les commentaires plusieurs fois, mais il est important que tu cites tous les champions français sur le slam, en tout cas ceux à qui tu penses, parce que je sais que Alors, des filles ont gagné. on a eu, moi de ce que on a eu 3 champions français. On a eu du coup Posvit, pardon, qui a battu Cheméo, donc on avait une finale 100% française en moins de 73 kilos. Et on avait Clarisse Agbenienou aussi, la quadruple championne du monde, qui a aussi gagné dans sa caté. Mais du coup, il y avait beaucoup de Français, c'était intéressant. Il y avait pas mal de jeunes Français, parce que quand tu es à domicile comme ça, il y a plus de Français qui peuvent participer. Et donc c'était vraiment intéressant. Donc non, les filles ont été très bonnes aussi et très performantes ce week-end. C'est un beau week-end de judo Ouais, à c'est un Bercy. beau week-end de judo, mais du coup, nous, les Français, on n'est toujours pas très performants dans les catégories. Enfin, du côté homme, on n'est pas très performants dans les petites catés. D'accord. On a encore du mal à performer. Il y a que les gros pépères quoi. En tout cas, Cyril Ferraud a passé un super week-end hein, Ah bon, au pourquoi? tournoi du Grand Slam. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. 21h16. 21h16, il est super tôt d'habitude à 21h16. On commence à s'asseoir à peine en attendant que Cyprien ait fini son émission et on commence justement à boire, à se concentrer pour cette Émission qui a émission. basculé sur le live. Parce que je voyais que certains qui Oui, mais qui demandaient. n'est pas là aujourd'hui qui d'ailleurs. n'est pas là aujourd'hui sur le Ouais. live, mais une émission a basculé sur Tout le à live. fait. Bien vu, Erwan, pour cette petite précision. Avant d'accueillir Tom et ses bons mots, eh bien, nous allons parler de football dans un grand débat autour du PSG et de Lyon. Était sur Canal+, la grande affiche de Ligue 1 et on a eu le droit à un très très beau match. Le PSG a gagné au Parc des Princes 4-2 face à l'Olympique Lyonnais pour le grand plaisir de Tom Ciaravino. Ah, dans ta gueule. D'abord un premier mot sur le match. J'imagine que vous l'avez tous vu. Nanix, Totalement. Sont complètement sortis de leur match. à vous messieurs, vous avez pensé quoi de ce match? Erwan, t'es pour Marseille, donc ni pour Paris ni pour Lyon. T'as regardé ça Je suis- comme un adorateur du Voilà, football. je suis capable d'apprécier un bon match de football, surtout de Ligue 1, surtout quand on s'envoie les purges que la Ligue 1 nous offre en ce moment. Là, on voit et qu'on voit les Lyonnais se faire démonter comme un autre Olympique prend souvent là, vient un match contre Lyon. Alors là, ils se sont fait manger dès le début, ils les ont bousculés de là de ce qu'on va retenir de ce match-là. J'ai quand même vu un match où un dimanche soir, c'était enfin une belle promo pour la Ligue 1 qu'on a bien besoin quand on voit les matchs, les purges du moment. Disons que le match de 17h samedi, c'était pas le plus beau que j'ai vu. commencé par mon équipe de cœur, ouais. Oui, mais qui est deuxième du championnat. Toi, Rivendi, Alors du coup, moi, je vais pas vous cacher, moi, je préfère remater le match France-Italie hier. comment t'en vouloir? Du coup, Ouais, tu n'as rien c'est à ça. dire sur le match. Bah, du coup, j'ai vu comme les highlights, comme disent les jeunes, mais et donc, mais bon, je me Comme disais disaient que les Anglais, surtout. oui, c'est vrai. Les jeunes Anglais. Les jeunes Anglais, César qui est à César. Mais du coup, non, ce que j'ai pensé du match, c'est plus, on va dire, enfin un bon match un dimanche soir, parce qu'on a quand même une saison de Ligue 1 qui est, C'est d'Europe de 2020. Bah voilà, c'est une vraie question à se poser. Bah non, c'est un argument pour dire que Marseille est solide, c'est tout. Quoi. Et devant, il y Non. avait Draxler. Draxler, pardon, c'est vrai, Draxler titulaire d'accord. d'ailleurs. Je me poser la question de savoir tout à des fait. titulaires. Tout à fait. Oui. Oula, Bah, il y a des fait choses 2 à ans dire. qu'on se pose la Quand question il est là depuis, sur le hein. terrain depuis vraiment Catastrophe. au moins une bonne année, C'est tu vrai. te poses la question de savoir s'il est vraiment titulaire ou pas. Alors C'est regarde, scandaleux. parfait, regardez le 11 proposé par Thomas Tuchel. Et alors, globalement, est-ce que vous avez été séduit? Est-ce que vous vous projetez vers avec des champions en vous disant que ça peut marcher le 4-4-2? Ah bah déjà c'est sûr que c'est pas cette défense là qu'on verra en Ligue des Champions. Donc déjà pour se projeter, on va se projeter de manière positive en se disant que Kerrer il sera pas de ce match si tout va bien, que Merci. Kurzawa il sera pas de ce match si tout va bien, si Van Aert Merci. revient à temps, et que normalement Presnel Kipembe ne sera pas titulaire de ce match là si tout va bien. Tu peux encore le dire mon cher Polo. Amen. Parce que au niveau de l'équilibre,
ça a été tant que ces 3 joueurs-là derrière n'ont pas commencé à faire d'incroyables cagades. Il y a eu des manques de concentration. On l'a vu, Kipembe fait une talonnade contre Nantes. Ça permet aux Canaries de réduire l'écart. Là, il se craque 2 fois sur des passes en profondeur. Alors qu'il est censé être leader de défense, Voilà. là, quand tu vois les joueurs. C'est lui, le Exactement. leader de défense. Et le tacle qu'il fait à la Ouais, fin le de la tacle qu'il fait, première ouais. mi-temps, qui est totalement inutile. Ouais. moi, pour moi, il n'y a pas rouge. Enfin, je pense pas. Vous me direz ce que vous en Mais tu pensez. peux, si tu dis jaune rouge, Mais, tu peux. Voilà, si tu donnes rouge, c'est pas scandaleux non plus. C'est quoi. scandaleux. Bah, c'est clair. C'est bête de faire ça à ce moment-là du match. Pas Alors que tu maîtrisé. fais une première mi-temps, mais ça, excès de surconfiance, je pense, tu vois. Ouais. Surconfiance ou excès de confiance, parce que les deux peuvent Excès marcher. de surconfiance. Excès de Alors là, surconfiance. Tu veux pas le chauffer, le gars. T'es venu en Espagne, petit polo. Tu fais comme Areola. C'est tu vas moi. te souper avec ta meuf avant le match. C'est moi. Ah, c'est l'excès de surconfiance. Et ouais, après, je te rends la parole, mais voilà, c'est un peu le Kipembe qu'on a l'habitude de voir depuis la Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que Avec lui. Théo et Débat, là, sa première mi-temps était bonne, mais excès de surconfiance, j'allais encore le dire. C'est magnifique. Et du coup, ça l'a complètement sorti du match, cette action. Et puis il y a Kerrer, le cas Kerrer toujours. Moi je persiste à dire que le gars en lui-même, quand tu regardes ce qu'il propose sur un terrain, il a les qualités. Il est un Physique, défenseur avec le rapide, pied, il a la vision de jeu, etc. Mais il est capable de faire des ratés, des interventions grossières, de se louper On sur. s'en souvient. Voilà, de faire des choses J'étais au stade, hein, sur la passe en profondeur Ouais, pour Lukaku, de faire des j'étais choses, là, hein. de faire des choses absolument Oh la vache. catastrophiques. En fait, c'est vraiment un joueur. Il est capable du pire comme du meilleur dans le même match. Et le PSG peut pas se permettre d'avoir ça. Alors, faut savoir que c'était pas la défense titulaire. Donc, au niveau d'équilibre, faudra un petit peu revoir un petit peu les critiques. Et Kurzawa, c'est pas possible. Quoi. Le positionnement Il qu'il est a, mieux là, mine de rien. il était Bah, il est mieux. mieux, Mais parce qu'il était vraiment mais- à moins 20. Maintenant, Vraiment, il est à sur 3, les quoi. situations offensives de Lyon, il joue limite en 3e défenseur. Il est pas du tout dans son couloir. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas du tout concernés. Ils sont pas du tout concernés par le positionnement. Il y avait des attitudes scandaleuses du côté du PSG en défense. Voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a Après- posé problème parce que devant ça c'était plutôt correct comme Alors, d'habitude. voilà, Ouais, moi c'est là où vas-y. je te rejoins à moitié, c'est que derrière, alors oui, il y a eu des gros soucis. C'était l'équipe B. Il y a bon. des gros soucis, mais on sait que c'est pas eux qui vont jouer. On sait que les Oui, cadres voilà. que sont Thiago Oui. Silva et Marquinhos n'étaient pas là. Moi, là où je me projette, c'est sur ce débat un peu éternel, enfin, en tout cas long. Ah, tu veux vraiment le faire maintenant? Je voulais qu'on fasse Cavani et trucs. Non, pas du tout. Moi, Ah, ils ont peut-être. des vraies certitudes. En tout cas, Di Maria, il y a quelques semaines, on se disait, ou quelques mois, on se disait, est-ce qu'il va être titulaire? Di Maria aujourd'hui est un incontournable dans l'animation et aussi dans le fait d'être décisif avec le PSG. C'est vraiment, honnêtement, je vois pas comment aujourd'hui on peut se passer d'un Di Maria. Neymar n'était pas là. Je trouve Mbappé. J'ai un peu un problème de comportement avec lui dans ses attitudes sans le ballon. Il est toujours décisif, certes, mais dans les grands matchs, il faudra que tout soit parfait. On l'a vu, même quand Paris avait des avantages et tous les pronostics pour eux, même après un match à les maîtriser, par des attitudes, ils se sont mis en difficulté. Donc, je trouve qu'il y a des attitudes par moments qui sont pas très rassurantes. Et moi, donc on va aller là-dessus. J'ai envie d'un petit quid d'Icardi qui a fait l'unanimité sur son arrivée, qui depuis, je trouve, est moins décisif et surtout fait moins les efforts défensifs. Donc, du coup, dans la balance, on peut peut-être remettre notre ami qui est rentré, qui défend et qui marque en plus. Bah alors très bien, allons directement Non, sur. non, mais- Si, parce que il y avait plein de trucs intéressants, mais allons directement sur le cas des attaquants. Donc on le sait aujourd'hui, Mbappé va être titulaire en attaque avec Icardi. Mais est-ce que le retour, en tout cas le non-départ de Cavani et donc son entrée et ce beau but sur une passe de Di Maria contre Lyon peut remettre les choses, peut faire changer les choses vis-à-vis de Thomas Tuchel? Si vous pouvez nous mettre un petit sondage, chers amis en régie, la question est simple. Est-ce que Cavani... Non, on va plutôt mettre Non. qui doit jouer. C'est mieux. Qui doit jouer? Icardi, 2 Cavani contre Dortmund. Alors Polo? Alors moi, tu sais que je suis un grand fan de Cavani, mais pour autant, je pense qu'il faut persister avec Icardi. Icardi, comme l'a dit Arwan, et je suis le premier à le dire, parce que je suis le premier à comparer les deux, parce que j'aime beaucoup Cavani, et Icardi est beaucoup moins bien en ce moment, beaucoup moins bien. Et le problème d'Icardi qui est moins bien, c'est une équipe qui joue à 10. C'est une équipe qui joue à 10 puisqu'il ne pèse pas dans le jeu. On avait vanté, notamment sur ses premiers matchs, ses capacités de remise, sa capacité à peser sur les défenses. On ne le voit plus du tout depuis un mois. Il faut le dire, on ne le voit plus du tout. Alors, à ce prix-là, c'est pas le mot. Mais pour ce type de performance-là, pourquoi pas ne pas essayer Cavani si la dynamique se confirme sur les 2 prochains matchs. Moi, je mettrais quand même Icardi parce que c'est quand même un buteur, il a un sens du but qui pour moi est encore plus fort que celui de Cavani, surtout du Cavani actuel. Mais le problème, c'est qu'un Icardi qui est inexistant dans le jeu, qui n'a pas de ballon, parce qu'il y a un problème aussi, je sais pas,
Ça D'où manque ça de vient lien parce que, entre lui ça et les marchait autres. avec Mbappé et Neymar, ça cartonnait il y a encore un mois, ça ne marche plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne le vois plus faire des efforts, je ne le vois plus se placer comme je le voyais se placer il y a encore quelques semaines. Je suis embêté avec cette situation-là, mais pour le coup, je pense qu'à un mois, et Leonardo l'a encore très bien dit, à une semaine d'une grosse échéance comme ça, il ne faut pas tout remettre en question et appuyer sur nos forces qui sont Icardi, Neymar, Mbappé et qui le sont depuis le début de la saison. Renzi, Moi, je pense que le retour de Cavani, ça peut être aussi positif sur le comportement de Icardi, dans le sens où voilà, il sent qu'il y a de la concurrence qui va revenir à ce moment-là. En plus, Cavani revient fort, il met un but. Donc, est-ce que ça va pas être l'occasion pour lui de se bouger un petit peu plus et du coup, de se dire si contre En Ligue des Dortmund ça se Champions, passe pas bien. parce que je l'entends, Ouais. en soi, ça se tient, tu vois, mais moi j'ai aussi le truc de dire, après la saison globale que fait Cavani et celle d'Icardi, t'arrives en février, tu remets tout ça en cause. Wow. Mais c'est pour ça. Le sport de haut niveau, on sait que c'est aussi la forme du moment. Et des fois, ça. Enfin, l'autre, il a pas claqué 10 buts en 10 matchs. C'est vrai, donc, c'est vrai, tu vois. c'est vrai. Mais il suffit que, et ça serait très dur pour Mauro Icardi qui fait un début de saison fantastique au PSG, une acclimatation très rapide. C'est vrai, mais il y a la règle dans les matchs de très haut niveau, c'est quelque part la forme du moment. Est-ce qu'aujourd'hui Icardi est largement supérieur à Cavani comme c'était le cas il y a 2 mois? C'est la question que je me pose. Voilà. Après, dans le jeu hier, il fait encore une petite passe D. Il sort des moi, je le trucs. vois faire des trucs, Il met des caresses. Il met des caresses vraiment quand ils sont en train sur un rouleau compresseur qu'a été le PSG face à Lyon, notamment sur la première mi-temps. Est-ce que dans un match plus compliqué, où ils auront peut-être moins la balle, Ah bon? je sais pas. Ça peut sembler prématuré de vouloir mettre Cavani en Ligue des Champions, Bien mais sûr. par contre, si ça se passe mal. À l'aller, Dortmund, par exemple, à ouais. l'aller, est-ce que du coup tu t'offres pas une possibilité de te dire, Oui. écoute, c'est mal passé, on tire les enseignements du match Ouais, pourquoi aller pas. et on remet Cavani sur le retour. Et puis surtout, là, on a 2 matchs qui arrivent. On a un match contre Dijon en Coupe de France, on a Amiens. Va falloir voir les choix de Tourelle. C'est ça. Ouais, Voilà. ça va être bien, ça. Non, mais au moins, ça va être l'occasion. C'est comme réviser le bac Non, mais en passant le brevet, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais au moins, ça permettra à Cavani certainement d'avoir du temps de jeu. On verra son comportement, on verra également ce que ferait Icardi. Si Icardi marque lors de ces 2 matchs-là pour se mettre en confiance avant Dortmund, certainement que c'est lui qui démarre, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une petite série de matchs sans but qui commence à s'étirer un petit peu. Ouais. Dans le jeu, vous l'avez dit, il est pas officiel, même si c'est vrai que hier soir, il était quand même plutôt pas mal par rapport à ses dernières prestations, mais un Icardi qui marque pas, sachant que dans le jeu il est pas trop existant. Il a jamais existé. Voilà, c'est ça. jamais existé. Il a jamais existé. Forcément, c'est là-dessus qu'on va juger Cavani. On peut lui reprocher plein de choses, de défendre beaucoup, d'être moins lucide devant le but, mais il participe quand même au jeu de l'équipe. Moi, j'ai quand même l'impression, et je vous le dis honnêtement, qu'aujourd'hui, si Cavani revient, en tout cas en forme physique, le PSG tient avec lui le meilleur remplaçant possible. Donc, ce serait quand même dommage de te priver d'une force de cours de match comme peut l'être Cavani par le biais de son énergie. Qui compte énormément. Dans les grandes joutes de play-off, les grandes joutes de Ligue des Champions. Icardi, c'est plutôt un diesel, j'ai envie de te dire. Il faut le mettre au début et il faut l'installer dans un match. S'il y a la moindre occasion, j'ai peu de crainte sur le fait qu'il va scorer. Et Cavani, avec en plus ce match-là contre Lyon, où c'est exactement ce qui s'est passé, il rentre, il met un beau but, vraiment un beau but d'attaquant. Eh bien, je pense vraiment que Tuchel doit aller absolument dans ce sens-là. Une Quoi. autre question, moi. On est persuadé que ça sera du 4-4-2? Ou sûr et certain. Mais- Ça fait 1 mois et demi qu'il joue, comme ça, Si on c'est préserve- impossible. Ils changeront peut-être en cours de match. Si on préserve C'est Neymar, impossible. pour ce match, ce sera certainement Ouais, mais ça n'a 4-4-2. aucun sens de changer maintenant, alors que ça fait 1 mois et demi que tu Non, joues mais comme ça. et c'est dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure avec Icardi, même si je préfère Cavani, Icardi doit être titulaire face à Dortmund et le PSG doit jouer en 4-4-2. On a une semaine, une grosse échéance, une échéance qui pèse sur le mental de tous les joueurs du PSG. Il faut se le dire. Je pense qu'ils ne l'avoueront jamais. Leonardo ne l'avouera jamais. Tuchel ne l'avouera jamais. Il était pas loin Mais hier quand même. Hein. Il était pas loin. Et je trouve que ces déclats transparaissent un peu, transpirent la frousse Tu parles de qui, de Léo de Leonardo. Bah justement, Et justement, tu peux c'est nous pour mettre vite fait la vidéo de Leonardo. On va évidemment en parler parce que c'est très intéressant. Hier, à la fin du match, dans le débrief du Canal Football Club, Leonardo était donc en duplex depuis le Parc des Princes et a répondu aux questions, enfin si on peut dire ça, pendant une dizaine de minutes et il a fait un show complètement fou, Et il a une complètement première fou prise de parole, en direct sur Canal. Il dit, je sais que vous allez me parler de Dortmund, c'est pour ça que je suis venu. Mais si tout va bien, si le groupe est serein, machin, t'as pas besoin de le penses faire. vraiment que c'est comme ça, peut-être bien toi de le faire. Peut-être qu'il veut dédouaner un Pas peu, sûr. peut-être qu'il veut un peu dédouaner les joueurs, enlever un peu de pression aux joueurs. Mais le fait est que T'as l'impression qu'il aura ça la cogite pression au PSG, ça cogite. Et- Tu penses qu'il cogite pour aller jouer Dortmund? Ah, Ah, bah, moi, j'ai moi je pense moi, j'ai Ouais, l'impression. c'est pas Dortmund, le problème c'est le 8e de finale. Voilà, c'est Ouais, ça. oui, c'est le pas huitième de Dortmund. finale. Ça aurait pu être, Ouais, d'accord. il pourrait jouer en Cuisant en 8e de finale de Ligue des Champions, ça serait pareil. Il y a un traumatisme. Bien sûr. Et on peut me dire ce qu'on veut, même si hier, Leonardo a pris cette décision de venir désamorcer en disant
Mais c'est le football, c'est un match de foot, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la mort, il a voulu dédramatiser la chose. On peut me dire ce qu'on Il veut. a pas bien fait, tu penses? Moi, C'est une question que je te pose. Hein, tout le monde a été dithyrambique sur son intervention. Alors certes, elle était plutôt cocasse et marrante pour un dimanche soir. Maintenant, le message qui passe, qu'il en ressort aujourd'hui, j'ai pas l'impression, moi, qu'il est en train de nous faire croire. Pardon, on a un petit extrait alors. Moi, j'ai pas et on fait l'impression. les finir Erwan, on met J'ai pas l'extrait. l'impression qu'il est en train de nous dire, mais les gars, arrête tranquille, nous on va bien. J'ai vu un mec s'agacer, j'ai vu un mec s'énerver, alors avec sa classe et son petit sourire, mais j'ai vu un mec qui est en train de nous dire, arrêtez de nous casser les couilles. Voilà. Et si t'es vraiment serein, mec, tu fais, mais laissez-nous tranquille. Nous, le match, on le prépare, on sera prêt. J'ai l'impression quand même que dans le foot, ça se passe vraiment pas comme ça. Est-ce qu'il est obligé? Hier, c'est quand même assez incroyable. C'était un show, hein, vraiment. Oui, c'était un show. Il est venu et ce qu'il a voulu faire, je l'ai compris. D'autres ont dit que c'était génial. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça serve, et au contraire, ça n'a fait que, parce que les journalistes, tu connais, hein, en leur donnant cette représentation-là, tu leur donnes du grain à moudre. Eh ben, un petit extrait, alors, vas-y, petit extrait, on en reparle juste après, vite fait. Vas-y Léo, alors t'as dit quoi hier sur le plateau du CFC? Ça régale ça. Je n'aime pas parce que ça commence à créer une négativité. Ah, ça marche pas, là c'est pas bien, et le club c'est pas ça commence le passé, ça va voir que ça se passait, ça fait 4 ans. Pourquoi il a dit, il a pensé, il a réfléchi. Et là, je pense qu'on doit sortir de ça. Je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est pour la France, c'est pas pour Paris Saint-Germain. C'est pour la France que si on va en finale d'une Champions League, si on gagne des choses comme ça sera bien pour tout le monde. Je vois pourquoi pas entrer dans la négativité. Je pense que c'est pas interdit d'être content qu'est-ce qu'on a. La question en fait que je me pose, c'est aussi, est-ce qu'il a pas raison de dire qu'il y a pas un engouement, mais un espèce de truc un peu bizarre latent, peut-être dans tous les clubs ou dans tous les pays, mais autour du PSG, chaque année, il y a les mêmes trucs qui reviennent. Il se plaint quand même de la couverture médiatique du PSG autour de ce 8e de finale aller de Ligue des Champions, en disant, on a certains, on va pas les citer, mais qui parlent de mission Dortmund, comme si c'était la campagne de je sais pas quelle opération militaire. On fait des focus, et c'est normal sur Haaland qui en est arrivé, qui marque énormément de buts, mais derrière, on ne met pas en relief le fait que Dortmund n'a joué jusqu'à sa défaite face au Bayer Leverkusen personne, et que c'était des défenses quand même limite en bois. On focalise évidemment sur Neymar fait la passe à Mbappé, c'est pas bon, Mbappé se plaint, etc. Alors que finalement c'est des faits qu'on verrait dans n'importe quel autre club. Lui trouve que c'est un petit peu grossi. Il se plaint aussi du fait que depuis quelques années, dès qu'il y a un 8e, on sent pas forcément la presse qui est derrière le PSG, mais plutôt à chercher les petites noises. Moi, je suis assez partagé en fait. Je sais que j'avais tweeté hier soir Leonardo, quel crack, parce qu'encore une fois de plus, lorsqu'il vient, il prend la lumière, etc. Mais après coup, je sais pas si c'est bien ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est. Il y a que le terrain. Je sais pas si c'est vraiment négatif. En tout cas, ce qu'il a fait. Si tu te qualifies à 7-0 en cumulé sur les 2 matchs, on dirait bravo. En tout cas, quelque part, j'ai envie de dire, le fait qu'il monte en avant, qu'il monte au créneau, on va se focaliser sur ses propos, peut-être un petit peu moins sur l'attitude d'Mbappé en ce moment, qui est juste sur les choix quand même scandaleuse. Les choix de Thomas Tuchel, merci Polo, qui sont un petit peu discutables. Certains problèmes en défense. On ne parle que de Leonardo depuis quelques heures. Et c'est peut-être limite mieux pour le groupe du PSG. Mais après, je suis quand même qu'il soit étonné de ça. Chaque fois qu'on arrive au début d'année civile pour le PSG, il y a quelque chose qui ne va pas. La machine s'enraye. Des blessures. Et puis après, il s'étonne qu'il y ait un côté négatif. Excuse-nous de nous retourner un petit peu, de regarder dans le rétroviseur et se dire ah ouais, c'est vrai que les saisons dernières, dès qu'on arrivait dans cette période de l'année, un tel était blessé. Quand on arrive dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions, on se fait éliminer de façon pitoyable. Et on se chie dans le froc. Donc, on peut douter, on a le droit de douter quand même. C'est vraiment que les gens du coup cherchent les détails, traquent les détails qui feront la différence lors des matchs importants. Tu sais ce qui m'agace encore avec tout ça. Non mais c'est vraiment c'est terrible, quoi. C'est qu'en fait on est en train de sacraliser un rendez-vous qui ne doit pas l'être. En fait, ça veut dire que si Paris passe, tout le monde va on va crier à l'exploit, comme le match aller à Manchester United. C'est-à-dire que certains ont dit que c'était le plus grand match de tous les temps pour le club. Mais alors que c'est qu'un 8e de finale. C'est pas le Dortmund il y a 5 ou 6 ans. Et j'invite Leonardo là, qui se plaint de la presse. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on va trouver des excuses ailleurs. Pour moi, ce problème de grand rendez-vous en Ligue des Champions du PSG, il doit être interne au club. Arrêtons de s'en prendre à côté. Tu crois que le Real, quand ça va mal, demande à Zidane, demande à Benzema. Ça fait 10 ans qu'il a bas Benzema. Demande le Real quand ça va mal, si les mecs le président Pérez, il fait des sorties pour dire oh la presse, soyez sympa avec moi et tout, mais vous rigolez. C'est pas le président là, c'est le directeur sportif. J'ai compris, mais est-ce qu'en Angleterre, quand les mecs se font désosser, les mecs viennent dire la presse et tout. Je crois que peut-être que oui. Mais non, c'est rien. Je lis pas ça. Honnêtement, Paris veut jouer les grands d'Europe et à juste titre, ils ont les moyens pour le faire, mais ils veulent pas accepter les règles aussi qui vont avec les grands. Ben oui, qu'on
qu'on vient taquiner tout le temps. Ils doivent être tellement au-dessus de ça. Et moi, je trouve que la sortie de Leonardo, elle est marrante, mais comment toi, PSG, grand d'Europe, avec les moyens pour être un grand d'Europe et qui a des ambitions très hautes, tu peux venir passer 20 minutes dans le Canal Football Club, te livrer comme ça. Moi, je suis pas persuadé que ça soit un bon signe de sérénité. Aujourd'hui, Paris doit attaquer ce 8e de finale face à Dortmund comme un favori qu'ils sont et se dire, voilà, on va passer, on est favori, tout va bien, on va aller là-bas, on va faire un match, on passe. En quart, j'espère qu'on aura un bon tirage. Voilà. Mais après, le truc, on est en train de le revers de sacraliser. cette médaille, c'est que si tu dis ça, on va dire ouais, Oui, mais t'es d'accord. confiant et tout. Oui, mais- Donc en fait, il n'y a pas de bon discours. Ah Là, non, moi, j'entends que ce qui est là, il a fait un truc, il a choisi de faire ça. Ce qui est discutable finalement, c'est la longueur de sa prise de parole. Ça, c'était très long. Hein. C'était trop long. Voilà, le message, il l'a répété au moins. Quand tu commences à répéter ton message 2-3 fois en changeant un petit peu les mots, c'est que franchement, t'as rien à dire, en fait. Et du coup, il a dit ce qu'il avait à dire au départ, très bien, on t'a tous entendu. Et derrière, il est parti sur une litanie pour répéter la même chose, affirmer que Mbappé et que Neymar étaient parmi les 4 meilleurs joueurs. Des meilleurs joueurs. Les quatre, C'est incroyable. Hein. Il a demandé d'abord à La Roche, il a dit oui. Alors citez-moi les 5 meilleurs joueurs, donc forcément Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Il dit bah voilà, on a de la chance de les avoir. C'était incroyable. Et c'est pour ça que, C'était incroyable. pour moi, j'ai l'impression que cette sortie de Leonardo est un immense coup de com' pour mettre la lumière sur lui Plutôt et pour que que les les gens joueurs. restent tranquilles. Mais qu'est-ce que ça montre aussi? Ça montre aussi que les joueurs sont peut-être un peu comme ça. Parce que eux ont peut-être sacralisé ce rendez-vous. Bon, pas forcément la presse, pas forcément les entraîneurs ou les instances dirigeantes, les joueurs même. C'est un grand rendez-vous. Attention, faut pas le banaliser. C'est un grand rendez-vous, un 8e de finale, peu importe le club. Et le PSG C'est un grand devrait le banaliser, Mais ce c'est rendez-vous. pas. Moi, tout ce truc de le sacraliser autour. Et je trouve que la sortie hier, au sortir minimum d'un match où tu gagnes 4-2 finalement, allez, tu te fais peur, mais on sait très bien que c'est une défense B avec des conditions climatiques très compliquées. On l'a pas. Et le deuxième but de Lyon, il a c'est été un ça. très beau but. C'est ça. Et puis Lyon, oui. quelque part, quand ils ont envie, alors Bah, ça, ouais. c'est un autre problème pour les Lyonnais, mais quand ils ont envie, c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Donc voilà, maintenant, moi je suis. On peut me dire ce qu'on veut. On est à 2 semaines du match, à 1 semaine du match, en tout cas. Tout le monde se pose la même question. Et donc, la seule vraie réponse qu'il y aura pour le PSG, c'est d'arriver serein là-bas, de faire un match complet, de sortir Dortmund en disant on est bien plus fort que vous, messieurs. Nous, notre place, elle est au minimum en quart de finale. Et la seule manière de faire taire toutes les critiques, les doutes, que ce soit au sein du club ou dans la presse, c'est d'aller faire un match aller et un match retour de bonhomme c'est face ça. à Dortmund. Et un match Après, on retour, peut ouais, dire, les gars, après, on peut parler jusqu'à la fin de la nuit. Après, Et, je suis quand même toujours surpris de ces présidents, directeurs sportifs qui font des sorties, qui demandent l'union sacrée. On ne sait pas trop comment, pourquoi. On fait ça, Ça marche pour l'équipe de France en fait, mais pas pour les clubs. On fait ça pour la France, mais Ouais, c'est clair. tu fais ça pour ton club, tu fais ça pour tes supporters, j'entends, mais tu peux pas exiger aux journalistes, tu peux pas exiger aux gens pour un 8e de finale de Ligue des Champions de faire l'union sacrée. On fait ça pour la France, non mais. Ça va quoi, c'est pas non plus. C'est un peu Calmons-nous quoi, abusé. tu vois. Genre, je comprends après qu'ils veuillent enlever la pression, je comprends que voilà, il faut se calmer, mais. Leonardo, vous avez provoqué cette situation, vous avez provoqué, par les saisons passées, le fait que nous, on puisse redouter des débuts d'année difficiles, un 8e retour compliqué. Un 8e compliqué contre des équipes qui sont à ta portée. Donc oui, on peut douter, et parce qu'on a eu des preuves par le passé qu'on pouvait douter. Très bien, il y a Cold B29 qui dit je trouve dommage de parler que du PSG, il y a un autre club français en 8e aussi, absolument. Lyon jouera la Juventus, mais c'est 1 semaine plus tard. En fait, on se laisse le temps de pouvoir en reparler. Paris, c'est mardi prochain. Le match aller le 18 février, match aller à Dortmund. Donc on aura le temps de reparler de Lyon. Et justement, ça sert à rien aujourd'hui de parler de Lyon parce qu'ils ont une équipe décimée et qu'ils sont pas dans la forme de leur vie et qu'ils jouent contre la Juve. Donc on peut en parler aussi pendant une demi-heure, mais ça n'a pas trop de sens. On en parlera la semaine prochaine ou la semaine d'après. D'ailleurs, la veille du match, parce qu'il joue mercredi. Ce sera très adéquat. Ce sera très intéressant. Ce sera d'ailleurs le même soir qu'un superbe City Real. Bravo au tirage au sort, on est dans la merde. Et on fera d'ailleurs des débriefs sur la chaîne First Team Sport, donc avec toute la classe foot, ici même, après le match Dortmund-PSG et ensuite après le match Lyon-Juve et les matchs retour aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez le foot. Bon, bref. C'était très sympa de parler de foot. On a fini le débat, du coup, On a fini. Me saoule pas, il est Tu voulais rajouter 21h39. un truc, Polo? Oui, mais c'est pas grave, tu peux m'écrire un texto si tu veux, j'ai surtout envie d'accueillir Tom Saravino qui va venir démonter quelqu'un, enfin j'espère. Monsieur Tom, comment ça va? Ça va, je vais démonter personne. Hein. Ah bon?
Non. C'est pas ce qu'on m'a dit ce week-end. pas ce qu'on m'a dit ce week-end. Mike a été performant ce week-end, alors t'énerve pas. Bravo. Toujours classe. GB. Pardon GB. Ah oui, j'ai entendu GHB, j'ai fait wow, attends, même pas. Quelle mauvaise blague. Hors émission, Quelle mauvaise blague. Bref, on est parti très mal dans cette truc, donc de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Les gars, vous savez, dans la vie, il y a des choses que l'on garde pour soi. Une passion pour Franck Dubosc, une attirance pour Muriel Boll, des larmes versées pour un sportif. Et j'ai voulu consacrer ma chronique à Kobe Bryant. Alors je vous le dis, je ne vous mettrai pas le cafard ce soir, ça fait déjà 2 semaines que le drame s'est passé. On a vu énormément d'images qui nous ont touchés, des témoignages qui nous ont émus, des lettres ouvertes que je n'ai pas lues. Non, moi ce soir, je vais vous raconter un peu comment j'ai vécu la chose de mon côté. Bon, j'ai pas besoin de rappeler les faits. Quand j'apprends la mort de Kobe, comme beaucoup, je suis assommé. J'ai vécu cette sensation 2 fois dans ma vie. La première, c'est quand j'avais raté l'ASSR en CM2. J'étais le seul de la classe. J'avais quand même réussi à prendre un sens interdit en vélo. Toi aussi, Polo. Bref, j'apprends ça et je me dis que c'est pas possible. Kobe, c'est vraiment un joueur que j'ai kiffé. Alors, pas autant que certains autour de la table, parce que j'ai connu le basket plus sur le tard. Mais c'est quand même un joueur auquel je me suis attaché. J'ai adoré regarder des anciens matchs de lui, l'entendre parler, comprendre sa vision de la vie, de l'importance du travail. Du coup, quand j'apprends la nouvelle, je suis à un repas de famille. Bon, ça parle pas de système et de pick and roll à table, pour rien vous cacher. Mais voilà, j'ai quand même besoin de leur annoncer parce que c'est un truc que tu peux pas garder pour toi. Alors j'ai pris ma voix la plus virile et j'ai fait Kobe est mort. Et du coup, tout le monde se regarde et mon père me répond oui, papy est mort, mais ça fait 3 ans. Je dis non, Kobe. Je dis non, Kobe Bryant. Je dis non, Kobe Bryant, le basketteur, il est mort. Et là, il y a un blanc. Et je me dis, quelque chose se passe, ils sont touchés, je regrette même un peu de leur avoir dit aussi brutalement, mais voilà, c'était sous le coup de l'émotion, et mon père reprend la parole et il me dit, Kobe. Bon, du coup, je sors de table parce que je comprends bien que j'aurais rien à tirer de cette discussion, alors que mon père est en train de taper Kobe brillant sur son téléphone, et je me réfugie dans ma chambre. Et c'est bizarre quand même cette sensation de ressentir quelque chose pour une personne qui n'a jamais su qui t'étais. Ça me rappelle un peu cette belle fille en 3e. Et en plus, c'est une peine sincère, une peine qui te noue la gorge, qui te fait même un peu trembler. Et la première question que je me suis posée, j'étais allongé dans mon lit comme ça, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai encore un poster de Joe Wilfried Songa affiché au mur? puis après, je me suis demandé, mais pourquoi je suis autant triste pour Kobe comme si c'était un proche? Alors je me suis dit, voilà, c'est peut-être que je suis allé faire quelques paniers la veille de son décès, et que finalement, je me reconnaissais un peu dans cette Mamba mentality, ces entraînements acharnés devant un panier de basket. Et là, j'ai vu Kobe apparaître devant moi, il m'a dit, ta gueule, c'est pas ça. Oh non. Et en fait, je me suis baladé sur Twitter, et j'ai vu beaucoup de monde être dans mon cas. On était tous tristes parce que c'était pas le moment. Kobe, c'est un gars qui a donné 20 ans de sa vie au basket, 20 ans à faire kiffer les gens quasiment tous les soirs, et maintenant qu'il avait un peu de temps pour lui, la mort elle le rattrape, et ça est tellement injuste parce que moi, mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusqu'à 102 ans, je l'ai jamais vu mettre un panier. Oh non, mais attends. Mais il ne faut pas pleurer un joueur qui t'a apporté autant de kiff. Je pense qu'on a tous une mission sur la terre. Kobe, c'était un mec qui était venu pour jouer au basket, pour briller, pour gagner. Une fois qu'il avait rempli sa mission, il est reparti. C'est pour ça que moi je suis paumé dans ma vie. Les gens pensent que je suis perdu, mais en fait je gagne du temps. Parce que le jour où j'aurai compris ma mission, ce sera le premier jour du reste de ma vie. Alors merci Kobe. Bravo. Putain. Pas facile de rendre un hommage à un mec en nous faisant rire et tu l'as fait, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Putain, ça fait déjà 2 semaines, c'est le premier truc qui nous est... qui nous a traversé l'esprit, mais ouais, c'est assez incroyable. J'avais C'est fou. un petit Oui, tour de table, bah, justement, Nanix et Rivenzi, vous qui n'êtes Absolument. pas issus du monde basket, Ouais. j'aimerais bien avoir votre avis, moi, sur ce Moi j'étais pas en repas de famille, mais moi je rentrais du récap week-end, du coup j'étais et du coup c'est assez rigolo parce que j'étais entouré de mes collègues du récap week-end qui connaissent pas du tout le sport, qui connaissent un peu le sport et pas du tout le basket, et je leur ai dit Kobe Bryant est mort, et même eux le connaissaient, tu vois. Même eux ils disaient ah ouais et tout ça. Alors forcément quand tu aimes le sport, moi je suis pas forcément un grand fan de basket, mais Kobe Bryant ça reste quand même un nom incroyable, exceptionnel, qui te marque de ton imaginaire, les nuits de certains pour rester jusqu'à très tard ou très tôt le matin qui jouait pour les Lakers. Donc moi j'ai eu forcément un petit peu de peine, un goût étrange, tu vois, de te dire enfin, c'est bizarre, j'ai jamais été fan de basket, jamais été fan des Lakers, jamais été fan de Kobe Bryant, mais ça touche forcément parce que c'est 42 ans, c'est toujours trop tôt. En plus, avec les circonstances que l'on sait, avec sa fille en plus, donc voilà, ça touche forcément. Moi, je suis jamais trop à l'aise avec ces nouvelles-là. Je me rappelle, il y avait PSG League qui allait se préparer. Soudainement, j'ouvre Facebook avec une conversation Messenger avec des amis et ils me disent Kobe est mort. Et je dis non mais les gars, je vois la source et tout, je dis non mais c'est pas possible et tout. Et là, FPUSA qui confirme, et là je fais ah ouais non mais là je bloque quoi, je dis Kobe les gars.
Kobe est mort, quoi. On est là à se dire c'est pas possible, etc. Les premières infos qui tombent, ses 4 filles seraient avec lui dans l'hélicoptère. Finalement, il n'y en a plus qu'une. Et là, tu verses dans un côté irréel où, jusqu'au lendemain, je me suis dit, allez, tu vas te réveiller et tu vas voir que c'était une fake news. Alors que pas du tout. Et c'est, alors moi, j'étais pas forcément un grand fan de Kobe Bryant, je le reconnais. Je reconnaissais la classe, ce qu'il a fait. J'étais moins en accord avec la personne, le personnage. Mais toujours est-il que c'est l'un des plus grands et que ça m'a fait un sacré choc. Même si, c'est pas un membre de ta famille, tu vois, Kobe Bryant, mais t'as grandi avec, j'ai vu ses exploits, tu vois des interviews, il y a des moments de sport importants avec lui et ça m'a fait quelque chose, quoi. Voilà. Polo, tu veux dire un petit peu, parce que comme tu n'as pas participé devant la caméra plutôt à l'hommage qu'on a rendu sur la chaîne, si t'es pas obligé, hein, évidemment. Non, mais moi, j'avais pas d'atome crochet avec Kobe, j'étais ni un hater ni un fan. Donc, j'ai finalement un peu l'image de Nani, que j'ai toujours construit ma culture basket. Enfin, mon amour pour le basket s'est construit en parallèle avec Kobe Bryant. J'ai pas, quand je réfléchissais, j'avais pas d'énormes souvenirs, j'avais pas de moments marquants de Kobe. J'en ai d'autres joueurs. Hein. J'étais plus marqué par un Derrick Rose. Toujours pareil, dans ma culture, dans la culture basket à moi. Oui, bien sûr. Pas forcément une culture de génération, plus une culture d'affinité ou de sensibilité, je pense. J'étais plus touché par d'autres joueurs que par lui. Le seul grand moment qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché, c'était son dernier match, qui était en même temps que le match des Warriors pour savoir s'ils allaient battre le record de bilan en saison régulière. Et tout le monde était devant le match des Lakers. Et tout le monde était devant le match des Lakers, moi le premier. Et du coup, c'est vraiment le souvenir que je garderai sportivement de Kobe Bryant, qui n'est, comme je l'ai dit, pas une idole ni un hater, mais qui, voilà, ce jour-là, c'était ce soir-là, ce dernier match face au Jazz a été pour moi exceptionnel. Genre, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti avec ce joueur et que du coup, pas sûr que je ressente ça, ce genre d'exploit, pas sûr que je le revoie un jour finalement. On rappelle le dernier match donc, de sa carrière, il est cramoisi et il met 60 points. Une année honteuse. Et il met 60 points après une saison kata, il arrive à se transcender, il gagne en plus. Alors que son équipe est dominée dans ce match par une équipe qui joue sa place en play-off. Donc c'était pas un match qui comptait, c'est un match qui comptait beaucoup, en tout cas pour le Jazz, plus que pour les Lakers. Très bien. Sportivement. Merci Tom en tout cas pour ta chronique. Tu reviens évidemment quand tu veux, tu sais les gars. T'es pas invité, le mec, il est juste là chaque semaine, mais tu reviens quand tu veux. Et puis voilà, bon débat, tu peux retourner dans ta j'attendais le jingle en fait, mais je peux y aller brutalement comme ça aussi. C'est clair, merci Tom. Bonjour à tes grands-parents. Hein. Ah ouais, putain. On les embrasse évidemment. Après avoir parlé de Kobe, eh bien, nous allons un peu quizer. On va jouer évidemment en 2v2, comme on aime dire sur la chaîne. On passe tout de suite au quiz, les amis. Oui, parce que Yannou, tu es dans les commentaires, tu es devant ton écran, donc on est obligé de faire un petit quiz. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire un énorme quiz comme toi avec des petites voix et des trucs fous, mais c'est pas grave, on va quand même tenter de s'amuser. Je vous ai préparé 2 énumérations, plein de questions sur une année. Vous savez que j'aime bien prendre une année et vous poser plein de questions super rapides. C'est toujours très sympa et on voit lesquelles sont les plus calées. Et puis on finira sur un qui suis-je ou 2 d'ailleurs, que vous choisirez dans les commentaires. Donc je vous invite à participer un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous enlever, s'il vous plaît, le chat en régie? Vous êtes les meilleurs, bravo. Et alors, on va commencer par une petite énumération comme ça. Allez, pourquoi pas, on va y aller. On va pas faire la Team USA 2016, puisque Tom avait proposé ça. J'ai toujours pas compris pourquoi tu m'avais fait ça. Mais on va faire très simple. Puisque nous avons parlé de tennis. Et que Gaël Monfils est 9e mondial en ce moment. Waouh! Incroyable. Comme l'OM 2e de Ligue 1, c'est ouais, c'est clair. Vous allez devoir, équipe par équipe, ok, donc pas besoin du... énumération, d'accord, me trouver tous les tennisman hommes français qui ont atteint au moins un jour dans leur carrière le top 10. Ok, très bien. Alors attendez, je reprends ma petite liste, chers amis. Ça régale ça, putain. Je vois vos gueules là. Alors il y en a des évidents, il y en a des moins évidents, mais ça se trouve. Alors attends, je reprends mon truc. Je voulais juste regarder combien ils étaient très exactement. Meilleur classement atteint en carrière en simple. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hommes. 12 hommes. Alors on va commencer. Comme Polo est le plus jeune. Vas-y, t'as quel âge? 24. Tu es le plus jeune, alors c'est vous qui commencez. 25 depuis 2 semaines. Ah bah assume-le, hein, c'est bon maintenant. C'est clair. T'es déjà dans le reste de ta vie, mon pauvre. Eh bien, écoute, attention, répète, c'est fini. Bavure, un gars qui n'existe pas, c'est fini. Donc restez concentrés. Un gars qui n'existe pas. Ouais, bah tu me dis. Jean-Patrick, président. Bah écoute, je vais commencer avec Yannick Noah. Yannick Noah, tout à fait, il a atteint la 3e place mondiale et c'est celui qui est monté le plus haut. Gaël Monfils ou pas?
Ah bah Gaël Monfils, carrément. Gaël Monfils, son meilleur classement, c'est 6ème. Ils sont frileux, en fait. Incroyable. Parce qu'il y a Leonardo qui va débouler sur le plateau pour les rassurer. Gardez vos Bah oui, plus forts pour la clairement, fin, clairement, vous, les clairement. amateurs. Bien joué, Polo, bien joué. Gilles Simon, Gilles Simon, je crois l'avoir vu. Lui aussi est allé jusqu'à la 6ème il me place. semble aussi. Joel Fredson. Joe Wilfried, Enfin, il y a c'est- 5ème. Thierry Champion, évidemment que non, c'est une blague. Est-ce que vous connaissez la stat de Thierry Champion? Il a jamais été champion. Non. Thierry Champion a perdu une fois contre Belmondo, Sergi c'est- Bruguera en 1 heure. 6-0, 6-0, 6-0. Ah ouais, sur 3-7 c'est chaud. Hein. Ah ouais, c'est en 1h37. Bien vu Thierry, hein, évidemment. Alors, du coup, Thierry champion, non. Pioline, tu dis. Pioline. Cédric Pioline est monté jusqu'à la 5ème place. Oui, Cédric. Classement ATP, bravo. Finaliste à Grosjean. Wimbledon. Oh, attention, attention. Sébastien Grosjean. Sébastien Grosjean. Seb. Il a fait le Masters, donc c'est sûr. Sébastien Grosjean, sache qu'il est monté jusqu'à la 4ème place du classement il a fait ATP. le master de carrière. Qui forge. Vas-y. Après, j'en ai pas d'autres. Qui forge. Casquet. Escarino? Non. Ah, Ça a été dit. oui. Ça réfléchit. Riton Lecomte. Riton, évidemment. Lui aussi est monté jusqu'à la 5ème place comme Pioline et comme pas son mal. père. C'est SK. Attends. Ouais, chérie. Il vous en reste 1, Bah, je te 2, laisse dire 3, celui il vous en que tu- reste celui que- 4. Pioline a été Il dit. vous en reste 5. 5 à trouver, les amis. 5 ici, 5. Allez, vas-y. Lâche-moi un petit blaze. C'est chaud, ouais. J'espère que vous avez mis Guy des Forget. les gars. Guy Forget, évidemment. 4ème mondial, lui aussi. Tu vois. Tu vois, ouais, j'avais dit. Comme Grosjean. Putain. Est-ce qu'il y a des. Alors, je peux te Non, 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 Il y a non. pas des vieux. Non. Celui qui est entraîneur des filles, là. Comment il s'appelle? Je pense que tu as. Il reste 4 noms. Ouais. 3 hommes qui sont arrivés à la 10ème place. Un qui est arrivé jusqu'à la 7ème place, hein, quand même. Tous ceux avant, vous les avez dit. Ça remonte à quand? Non, mais ça va. Il y a 4 mecs, 4 tennisman. Comment il s'appelait? On en a encore deux ou trois. Je pense que vous en avez encore 2. Hein. Moi, je pense que vous pouvez, On en a deux, nous. Au tous, moins deux. On a au moins 2. Tu crois? vous pouvez tous les trouver. Je pense pas. Allez, faut un nom. Allez, 3. Richard Deux. Gasquet. Richard Gasquet, 7ème mondial. Bien vu, les gars. Putain, Riton. Eh ben oui, il vous en reste 3. Riton, non. Riton, non, pas Riton. Non, Richard Cœur de Lion, par exemple. C'est Rich. Oui, Pour les- oui. Comment il s'appelait? C'est celui qui avait un écart entre les dents, là. Alors, Qui reste les amis. Benoît Père. On va faire. Benoît Père. Non. Vous foutez ma gueule? Non, Benoît Père. C'est une élimination. Jamais de tour, il casse la- Non, monsieur, Benoît Père, c'est jamais non. de la life. Jamais de la life, malheureusement. Benoît Père est monté jusqu'à la 18ème place du classement ATP. Loin. Alors que vous avez d'autres mecs. Alors, est-ce que si je te dis Jean Borotra? Jorobotra est monté jusqu'à. Il est même pas dans le. Si, il est monté. Non, pas dans le top 30. PHM. Bon, vous aviez Arnaud Clément, Arnaud Clément. Ouais, tu l'avais. vous aviez Thierry Tulane et Lucas Pouille. Ah oui, le Capouille. 10ème. Ah ouais? 10ème. voilà. Eh oui, Benoît Parce que Père, Capouille, je vois Arnaud Budge, Paul-Henri Mathieu, Arnaud Fabrice Clément. Santoro sont montés jusqu'au Nicolas Escudé jusqu'à la 17ème place par exemple. Ça Bah, fait désolé, hein. 2 Bah, points c'est pas grave, pour mais nos amis ils ont qui sont commencé, à la droite s'ils pour commençaient l'équipe pas, ils de avaient battu. Erwan Ouais. et Bien joué, Rive. Gaspard Bass. On enchaîne sur les questions de rapidité, on va allumer tranquillement les buzzers. Est-ce que vas-y appuyez vite fait s'il vous plaît. Et alors? Bah oui, oui. Ah bon? Ça fait pas 22h30? Bon, tant mieux. Hein. Attends, mon. Je crois que attends. c'était 22h30, mais ok. Non, c'est une heure et demie, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Lucas, On aura fini à attends, 3-4 parce qu'on adore ça, mais vas-y, Alors, appuie on sur. est à Appuie la encore. poste ou quoi? C'est Bah quoi? oui, Lucas, ça change rien. D'habitude, c'est minuit et demi, hein. Ah, c'est quoi l'émission après? Moi aussi, je dois avoir une gosse, ça n'a rien à voir. Eh ben écoute, on va aller vite, on a 7 minutes, ça tombe bien, ça va aller très vite. Ah, Alors, c'est bon, normal là parce que les Italiens, C'est ouais, parce bon, que le c'est temps, bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti, j'ai choisi l'année 2002. J'ai choisi l'année 2002. Alors ça va aller vite, comme d'habitude, et on verra à la fin. N'hésitez pas à compter les points en régie. Le Merci, Sénégal. Tom. C'est parti avec la première question. Qui a remporté la CAN en 2002? Le Sénégal. Non, la CAN de foot. Ils étaient en finale. 0-0, ça se Cameroun. finit au péno. Cameroun de Samuel Eto'o. 1-0 ici. Qui remporte l'US Open de golf? Phil Mickelson. Non. Tiger Woods. Tout à fait important. En 2002, en 2002, dans quelle ville a eu lieu les JO? Salt Lake City. 2-1 ici, bien vu. Excuse-moi. En 2002, qui a remporté la Serie A? Milan. Non. L'Inter. Non. La Juve. C'est les uns. 2-2. Alors là, bon là quand même, parce que vous faites les malins depuis tout à l'heure. En 2002, quelle couleur du 100 mètres bat le record du monde avant d'être déchu pour dopage? Tim Montgomery. Wow. Ah, j'en ai donné 2 points, celle-là. Bravo.
Ah ouais, bravo, alors là, Ah, il est exceptionnel sans bégayer et ce soir. tout, ça Bravo, fait là, 3-2, ce soir. 3-2. Marie de Marion Jones. Tout à fait, tout à fait. On enchaîne, mais il n'était pas avec un gros... Ah oui, Après. Ah oui, c'était après, ouais, t'as raison. Là, avec un lanceur de poids. On enchaîne avec qui remporte le titre de MotoGP? Valentino Rossi. Ouais, évidemment. On enchaîne, parce que là, merci tu t'appelles... En 2002, qui a remporté la proie? Donc du basket français. 2002, c'est Lasvel. Bien vu, ça fait 4-3 ici. En 2002, qui finit numéro 1 mondial au classement ATP? Agassi. Non. Federer. Non, Non, pas en 2002. 2002. 2002, qui premier? Allez-y. Layton Hewitt. Ouais, bravo. t'es Ça là. régale, hein. Ça, c'est mes experts. Ça, la vache. On enculé. On enchaîne. En 2002, qui remporte le Tour de France? Armstrong. Ah bah ouais, faut... Ah ouais. Ah ouais. Attends, non. On lui a enlevé ses titres. Alors qui l'a remporté alors en 2002? L'ancien de... l'Allemand, là. Ulrich. Ulrich. Non, je sais. Il est encore pire que lui. Je pense qu'il y a non noté. Je pense qu'ils ont donné à personne, non? Non, ils l'ont donné à personne. Voilà, Tous les moi, titres d'Armstrong, ils l'ont donné à Ah, mais personne. Mais le d'accord, deuxième, comme c'était en 2002, il me semble que c'était Bellocchi, si je vais pas dire de bêtises. D'accord. Très bien. Je On peux aller enchaîne. vérifier vite fait, Il y a ça, 5-4. Non, Allez, vas-y. on s'en bat les steaks. Je vais pas dire de bêtises. En 2002, qui termine meilleur buteur de Ligue 1? Et bah c'est Djibril Cissé. Ah, putain. Non. Ah, mais si. Non, Paoletta? Oui, Pedro Miguel Ah. était à Bordeaux. J'allais Bien dire joué. Chavani dans Ça le fait bas. 5-5. 5-5, les amis, on enchaîne. En 2002. Ouais, je suis pas sûr. Moi, c'est Djibril Parce que- Cissé en 2002. Parce qu'en 2002, t'as meilleur attaquant d'Angleterre, Voilà. d'Italie, de France. À la Coupe du Monde. Ça se tient. Et aucun marque de but. Ouais. Ça se tient, moi j'ai vu Paul. Ok. Vraiment, c'est Mais Djibril Cissé. Ouais. peut-être que c'était le meilleur. Non, l'année d'avant. Non, je crois que c'est vraiment Cissé. Moi aussi j'aurais dit si ça. Ah bah attendez, moi je vais vérifier. Tu veux parce que vérifier, vérifier. Ou alors tu peux point est mettre le chat, important, le Parce chat, que vous pouvez me dire justement, vite fait. t'avais Ah oui. t'avais meilleur buteur d'Angleterre, meilleur Ouais, buteur moi, je me souviens de d'Italie ça. et meilleur buteur de France. Ouais, ça Et se on met tient. pas un Ou alors c'est pas. Non, c'est peut-être en 2004 ça, non? Non, c'est en 2002. Parce que la fin, quand il se pète la jambe et tout Parce qu'on là. met pas un but, Henri. C'est pas en en plus, 2002 rouge. que tu pètes la Ouais, jambe, c'est vrai. c'est Non, c'est en 2006. pour 2006. Meilleur donc, buteur, meilleur joueur Pauletta, meilleur buteur du Chelsea. Ah, c'est pas bien, Allez, c'est bon. ça fait donc 6-4 Bah, alors. allez, c'est moi qui te sauve, gros. Oui, bah, mais c'est Ah, bah, voilà. Ouais, t'es loin, je vais pas te serrer la main. 6-4 pour l'équipe de Polo. C'est pas grave, on enchaîne. On enchaîne, attention, question automobile. Comment s'appelle le circuit français en Formule 1 en 2002? Manicourt. Oui. À Nevers. Ah, Nevers. 6-4. On enchaîne. En 2002, il y a 6-5. On enchaîne. Qui remporte le Super Bowl en 2002? Les Denver Broncos. Absolument. Non. Les Saint-Louis Rams, j'en Non. sais rien. Les Steelers. Non. Les 49ers. Non. Les Patriots. Bah oui. Putain, c'est. J'espère que j'ai pas fait comme tout à l'heure. J'ai sauté une ligne et tout catin. Ça fait 7-5. On enchaîne. En 2002, comment s'appelle le coéquipier de Schumacher? Barrichello. Barrichello, évidemment. Ça fait. Attends. T'as le buzzer qui bouge. Ça fait du coup 8-5. Je sais pas. 5. Ouais, 8-5. En 2002, en finale du Grand Chelem, quelle joueuse de tennis battra 3 fois sa sœur en finale? Venus Williams. Faux. C'est Il est bon. Ça régale. En 2002, comment s'appelle le capitaine du 15 de France? Fabien Pelouse. Faux. Non, mais. L'autre. Ibanez. Non, l'autre. Ce soir déjà? Non. Non. Après. Enfin, je dis l'autre parce que. Richard Dourte. Attends. Capitaine du 15 de France en 2002. Capitaine. Michalak. Mais non. Serge Betsen. Non, l'autre. Pelouse, attends, Un vrai gars, hein. Merde, c'est pas Pelouse. Olivier Magne. Non, Charlemagne. Bon, je vous donne un indice, vous êtes prêts? Attention, c'est le premier qui truc, hein. Castagnède. Ah, mais oui, Fabien Galtier. Je t'ai dit l'autre au début. Tu fais l'autre c'est Galtier, Fabien. mais oui, l'autre, C'est l'autre Fabien. Enfin, ça fait 9-5, hein. Je pense que je suis pas. Je suis pas fier, Rivenzi. 9-5. Attention, en 2002, qui remporte l'US Open? De quoi? De quoi? Bah oui, c'est une bonne question. En 2002, qui remporte l'US Open de tennis? Sampras. Oui, bien joué. Oh là là. en 2002. Incroyable, hein. Contre Agassi. Moi aussi, ça m'a un peu choqué. Il reste 2 minutes. Je vais en faire une dernière Oh. parce que j'en avais plein. Comment s'appelle la française la mieux classée en WTA? C'était Mauresmo. Mauresmo, J'avais ouais, qui a gagné le top 16? Ouais. Le top 16 avant que ce soit le top 14. Bah oui. Stade Toulousain. Non, c'était Biarritz. Biarritz. J'avais qui était MVP en NBA, Tim Duncan, et j'en avais une merveilleuse que je ne retrouverai pas, donc je ne la dirai pas. Si. Allez, une dernière qui vaut 5 points. Voilà. Oh. Allez, 4 quand même, parce qu'ils ont quand même gagné largement. Comment s'appelle le seul français de Formule 1? Jean Lézy. Olivier Panis. Olivier Oui. Panis. Olivier ouais. Panis. C'est C'est bon, c'est bon. Attention, les 59, on enchaîne. C'est soit l'un, soit Deuxième l'autre. Il énumération. était en Alors, Toyota, je pense, à l'époque. énumération, par contre, je vous... Hein? Come on, bro. Je sais, regarde. De toute façon, après, un qui suis-je, on a fini.
Énumération, par contre, il n'y a pas Il y a de. 50. On réfléchit. Il y a Il suffit d'entrer, je pense. Ouais, 50 Ah, tu vois, Ouais, je suis- bon, ok. Je vais regarder les. Alors, c'est vous qui allez décider, vous, devant vos écrans. Vous allez me donner un homme à trouver ou une femme à trouver, quelqu'un qui fait du sport. Allez-y, on n'a pas ici Jean. le. Pardon Jean, allez-y. Non, On n'a pas le chat, donc n'hésitez pas maintenant. Qui est-ce que vous voulez que l'on trouve ici en plateau? Allez-y, dites-moi homme ou femme, ce que vous voulez. Steve Savidan, évidemment, on l'a déjà fait au moins 5 fois, les amis, mais il régalera toujours. Je regarde. Allez-y, proposez des trucs et puis dès que je vends un truc, je le prendrai et comme ça on pourra jouer tous ensemble. Alors, Manuel Ferrara, ça régale toujours. Olivier Payet, il était chez Bar en 2002, il était chez Toyota en 2003. Ce ne sera pas Mitroglou, ce ne sera pas Pinturo. Ce sera peut-être. Pourquoi pas Pinturo? Parce que j'ai pas envie. Le Pélec, j'ai déjà fait. Bon, alors, voilà. Bon, ok, je trouve un mec parce que vous êtes la famille. Parce que vous êtes la famille. Parce que vous êtes la famille, putain. Bon, allez, j'ai un gars. J'écoute. Je suis un sportif. Je suis un sportif né le 5 juillet 1975. J'ai donc 44 ans aujourd'hui. Wow. 44 ans. potentiellement. 44 ans. Ouais. Je mesure 1m74. C'est pas épais. Pas épais. Alors là, pas épais, absolument. Dans ma carrière, je jouerai essentiellement en France, même si je ne suis pas français. Joueur très connu de tous, pourtant, ce ne sera pas un grand joueur de son sport. Mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Avec ma sélection de 2000 à 2005, je jouerai 32 fois pour 2 buts. Ma sélection est une sélection africaine. Habib Bey. Habib Bey, non. Il est pas- Je jouerai Bon, encore. dans ma carrière, après avoir été formé dans mon pays natal, au RC Lens, à Valence. Rigobert Song. Non, Putain, Rigobert, Oh. c'est la famille. 1m74, hein. 1m74, il est gaillard. 64. Petit, mais rapide. Qu'est-ce qu'il y a, oh? Je jouerai donc à Lens, où je jouerai très peu, à Valence. Quoi? Je jouerai... Valence en Espagne. Non, en France. Je jouerai à Sedan, je jouerai à Garafa, je jouerai à Germinal. Pius Oui, c'est le chercher le nom. Putain, il avait Bravo, il avait joué à Lens. Il avait joué à Lens, Il a fait- il avait c'est joué à Lens que Paris j'avais pas- FC. De quoi? Et Incroyable, Pius il avait joué à Ndjefi, tu Lens. te souviens pas de Pius Ndjefi, raconte-moi une petite photo. c'est sûr. Une petite photo de Pius Pius, alors car là- Pius c'est vraiment la famille. Hein. Putain, Le le capot boss, Pius j'aurais Ndjefi, jamais frérot. trouvé Non, Pius non, Ndjefi. L'attachant camerounais À 2 de secondes, je l'avais, Sedan. le temps que je retrouve Les son belles nom. années des années. Les grandes années sangliers, des sangliers des Ardennes, Olivier la famille. Quin, Trouvons une petite ouais. photo comme ça, on va Sachi pouvoir dans le but et quitter tout. sur l'homme qu'on aime, Pius Ndjefi. C'est vraiment un Ah, gars ouais, qui n'a c'est jamais été très performant, vrai mais gars, c'est un vrai gars. que tout le monde connaissait à l'époque, C'est et vrai, connaissait c'est vrai. beaucoup. Ah, D'ailleurs, je il s'est l'écoutais. retrouvé dans des chansons de Booba, non? Ça dit pas un truc dans une lyrics de Oui, Booba? oui, oui. Ça dit quelque chose, hein? Oui, oui, Si si, tu peux me trouver la les photo de avant de Booba. partir, ce sera parfait. En tout cas, on vous remercie énormément d'avoir été Ouais. aussi nombreux. Voilà, Ah, Pius, ouais. tonton. Il régale, hein. Il régale Pius. Merci en tout cas à Avec tous de nous Ayala avoir derrière. suivis. On embrasse Yann Ça, qui était non, dans je les rigole, commentaires. On je embrasse kiffe, mais aussi ça ressemble. Norman qui était dans les commentaires. Polo est en train de raconter son week-end à Nanix. Merci Nanix d'avoir été là. Merci à Merci vous, Rivenzi. Merci Polo. Merci Erwan. On s'est régalé encore une fois pendant cette heure et demie à parler de sport sur le stream. On se retrouve la semaine prochaine pour une spéciale quiz jeu. folle. Ça On va va être faire génial. plein de folies. On va finir torse nu. Ça va être super bien. Merci à tous. Merci à la régie. Merci à Rizzo. Merci à Tom. Merci à tous. Vous avez régalé. Merci à Rémi. Ciao. Au revoir. Eh oui, merci bien. Ah oui, pourquoi Rémi? Ah oui, la famille. Lucas. Eh, Non, Lucas. Lucas. Mais Erwan, Non. Merci Lucas, Lucas. cousin, la Tu mets- famille. Rémi, je l'ai même pas vu.